On remercie Mathieu de nous avoir accueillis, le patron de cet établissement honorable, qui a intérêt à se tenir à carreau aujourd'hui, par contre, parce que il y a de quoi faire. Est-ce que nous pourrions présenter tous ces gens qui sont avec nous Oui, on va présenter chacun les nôtres. Hein, en fait, c'est une sorte de rencontre, c'est un peu comme la SN, il y a des gens qui sont à domicile. J'en ai deux au fond, plus un à ma gauche, et puis après, il y a des visiteurs, donc je te laisse. Voilà. Alors, en revanche, il faudra qu'on fasse un petit point pour les kidam moyens comme moi. Par exemple, l'hydrate, on ne comprend rien, le commissaire principal, divisionnaire, machin, on ne comprend rien. Si quelqu'un veut bien le faire, nous expliquer, ça serait bien, parce que je sais pas vous en mettre chacun. Donc, Jean-Marc Souvira, qui est encore en activité, qui est un écrivain qui fait beaucoup. Voilà. Charlie Diaz, qui fait des choses super, grand flic de légende, ça c'est génial, je vraiment tout le conseil. Pour l'activité. Aussi, ça a son importance, parce qu'on a des flics en activité qui écrivent, des flics qui écrivent mais qui ne font plus l'activité, donc Claude Frances, qui est l'ancien directeur de la PJ, là, qui a fait le même flic Francis après avec Charlie Diaz. Vous avez des flics aussi qui sont en activité mais qui n'écrivent pas, c'est des quarts de fois. Franck Mancuso, Il n'écrit pas de livre. elle dit, oui. Les procès-verbaux du vent. Franck Mancuso, quand il nous a fait l'amitié de venir présenter son synthèque hier, qui était longtemps policier et qui est maintenant réalisateur. Notre ami Jean-Paul Pourade, qui était longtemps policier, puis dans une deuxième vie dans la banque, et puis maintenant il fait de la prévention pour la sécurité, prévenir les braquages en entreprise. Et puis après nos trois amis Clermontois, je vais leur choisir. Jacques Déric, commandant, qui est le chef d'état-major de la sécurité publique de Clermont-Ferrand. À sa droite, à gauche, nous avons Éric Geoffrey, qui est le chef du centre de production multimédia audiovisuelle, et son chef, qui est à ma gauche. Je le cache un petit peu, je ne peux pas compliquer, voilà, faire les deux, qui est Thierry Chollet, qui est commissaire divisionnaire et directeur adjoint de l'Institut national de la formation de la police. Donc, vous connaissez le principe des rencontres, on a envie que ça soit interactif. Il n'y a pas que nous qui pouvons poser des questions, vous pouvez intervenir. Si vous avez des choses à dire, des questions à poser, n'hésitez surtout pas à nous interrompre. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir ce matin en questions et autres affirmations par rapport à un certain nombre de choses. Le principe, c'est qu'on va essayer de balayer le mythe, la réalité, la fiction, la réalité, et on a aujourd'hui réunis autour de nous, je pense, tous les protagonistes qui seront capables de nous recadrer en permanence par rapport à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut lire. On a fait une très belle rencontre hier au cinéma avec le film Enquête. Et Franck nous disait, par exemple, ce qu'il a entre autres poussé à faire du cinéma, c'était rétablir un certain nombre de vérités, essayer de remettre des choses dans l'ordre et surtout éviter que tout soit dit n'importe comment. C'est une des raisons qui vous a poussé à faire du cinéma. Je crois que Jean-Marc Souvira, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on entend, par exemple, dans des films qui ne sont pas du tout la réalité? Des termes techniques, des choses comme ça qui ne sont pas... Il y a déjà le non-respect du code de procédure pénale où on parle de mandat d'interdiction. Je ne sais pas. Il y a tout le détail qu'il y a derrière. Après, c'est des détails que le public ne voit pas forcément. L'armement, tout ce qui est jonction entre les services. Voilà. Je pense que des gens comme Jean-Marc Souvira et puis Charles Diaz, les quatre opérationnels actuellement sont plus à même de rentrer dans le détail, notamment sur les grades également. Pour répondre plus précisément à la question, en ce qui me concerne, quand il y a eu l'écriture du film qui était Coface, c'était de montrer la police autrement que dans des clichés tels que vous pouvez avoir. Moi, je souhaitais montrer une police qui pratiquait l'infiltration, qui faisait... il y avait toutes les techniques des autres polices qui étaient aux États-Unis, en Angleterre, etc., dont vous n'avez pas à rougir.
C'est une police qui est extrêmement efficace, très technique, qu'on ne montrait jamais. On montrait toujours des types en perdition qui, à la dernière minute du film, sauvaient le monde. En fait, je pense que Franck avait cette vision-là aussi, c'est-à-dire qu'on voulait montrer une réalité, mais sans pour autant faire un film documentaire. Ça n'a pas de sens. Il faut regarder la télévision et vous avez tous les soirs sur une chaîne un documentaire sur la police. Donc, au travers d'une fiction, c'est de montrer une réalité sans faire quelque chose qui soit pesant, qui soit complètement un film de propagande. Donc il y a un dosage entre une histoire, un comportement, le plus près possible pour que les flics nous disent pas ouais mais les gars vous avez pris des raccourcis avec la réalité, et puis que le public, et puis c'est pour le public, que ce soit plaisant aussi. Donc il y a tout un cocktail qui fait que on voit des films qui sont proches de la réalité, qui sont assez efficaces. Tout en fait. Non, mais c'est vrai, comme le disait Olivier, je pense que ce qui nous anime tous, les flics toujours en exercice ou anciens, comme c'est mon cas, c'est cette envie d'être. On est tous un peu redevables à notre ancien corps. Et moi j'ai coutume de dire flic un jour, flic toujours, c'est vrai. C'est vrai. Et la raison, ne serait-ce que la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai un ancien collègue qui m'a appelé et qui m'a dit tiens, disons, que je te passe les coordonnées de Fouad, qui devrait te faire venir ici. Voilà, ça s'est fait par poulet. Voilà, les intermédiaires sont des poulets, des ex-poulets, que quand on me sollicite comme ça, je réponds présent. Voilà. Donc c'est l'illustration un petit peu de ce qui m'anime, de ce qui nous anime tous, je pense, c'est que rétablir les vérités. Bon, on n'est pas drapé de toile blanche, on n'a pas sabre au clair, lutter contre les inepties, etc. Quand on peut rétablir les vérités, on le fait, mais c'est vrai que moi, par définition, je ne crache pas dans la soupe. Je n'oublie pas que si aujourd'hui je fais du cinéma, c'est parce que j'ai travaillé 20 ans dans la police, et que ça, j'ai un devoir de mémoire. On peut peut-être rappeler ce que vous faisiez dans la police? Ouais, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des stupéfiants à l'époque où Claude était patron de la mairie, la fameuse anti-gang. J'ai travaillé à la division antiterroriste avec Charles Diaz ici présent. Et puis j'ai fini par l'OCRB, qui est l'Office central de répression du banditisme, qu'on appelle maintenant l'OCSCO, qui est l'Office central de lutte contre le crime organisé. Voilà. J'ai fait plusieurs services qui m'ont permis d'avoir naturellement de vivre des expériences assez fortes en termes émotionnels et puis même de rapport avec les collègues, avec lesquels on devient forcément commun. Donc, quand on monte au feu, ça crée des liens. Mais c'est vrai que ce qui m'avait motivé dans un tout premier temps à écrire pour la télé au début, pour les commissaires Moulin, c'était ça me faisait vraiment chier de voir que tous les Français à la télé avaient l'air de truffes. Et que par Froutalier, on faisait les choses mieux que nous. En Angleterre, les Anglo-Saxons étaient les premiers à aller chercher la vraisemblance dans le comportement de situation. Les Italiens aussi, les Espagnols, on était les seuls à avoir des poulets qui se trimballaient comme ça, par les mandats de perquisition. Ça me faisait chier parce que c'était. Voilà, ça retombait sur eux. Et quand on m'a proposé les films pour la télé, je me suis dit, tiens, vas-y, essaye dans ta petite mesure de rétablir certaines vérités. Puis on finit par se prendre au jeu, parce que c'est vrai que c'est assez plaisant de balancer des histoires comme ça pour les voir devenir soit des téléfilms, soit des films de cinéma après. Mais ce qui m'a motivé au départ, c'était pas la vocation d'écrire, c'était pas l'envie d'écrire ni de réaliser un jour, c'était vraiment ça. C'était travailler à ce que mon corps, à ce que mes potes et moi-même soient mieux considérés que ça par des scénaristes qui ne prenaient même pas la peine d'aller vérifier si ce qu'ils écrivaient était vrai. Il y en a qui se contentaient de prendre des bouquins anglo-saxons et de dire bah, si ça se passe comme ça là-bas, ça doit se passer comme ceci. Donc moi, ça me rendait furax. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a d'abord motivé. Cette envie de rétablir un petit peu ça. Je suis très content d'être là aujourd'hui et je suis très content d'avoir entendu dire un jour, flic toujours. Parce qu'une question qui nous est souvent posée, à nous, ceux qui ont quitté la police, qui rencontrent encore à travers des réunions comme celle-ci, ou des sommes, etc., des gens qui connaissent mal le fonctionnement de la police, la question qui est souvent posée,
comment vous avez tourné la page. Moi, j'ai vécu 35 ans dans ma vie en Suisse. J'ai ces trois jeunes collègues, pour moi, je les ai connus tout petits, ils ont grandi dans des univers un petit peu différents. Et la question que je me suis posée, comment vous avez tourné la page? Oh, je vivrai jusqu'à la fin de mes jours avec la vie de policier. Et je m'adresse à ces trois collègues qui avaient été au 36. On parle du 36 des enfers, j'aurais fait une carrière à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, à Nantes, à Lille ou ailleurs. J'aurais été aussi passionné, mais j'ai passé 35 ans de ma vie au 36. Le 36, c'est l'outil évident. Et donc, on ne peut pas s'oublier, et chaque jour qui fait, on relie encore sans. On est confronté à des situations quand même, c'est un peu quand on fait le service militaire. Je suis resté pote, moi, même si on se voit très rarement, avec des mecs avec qui j'ai fait le service militaire. Je pense que quand on est confronté à certaines situations, chez nous ça s'appelle monter au feu, mais quand je dis monter au feu, c'est pas forcément être confronté à des fusillades potentielles en face. Monter au feu, c'est être confronté à des situations potentiellement émotionnelles, dangereuses, qui peuvent s'avérer dramatiques, mais pas tout le temps, mais ça s'ouvre, ça crée des liens qui sont, voilà, c'est pour presque toute la vie. Alors, on n'est pas copains avec tous les collègues avec lesquels on travaille. On peut très bien tomber sur des mecs avec qui on est copains et avec lesquels on ne s'entend pas. Mais le fait d'avoir cette mission commune et d'être tous, à un moment donné, obligés d'aller au-delà de nos inimitiés, machin, etc., pour remplir la mission, ça crée des liens, ça forge un espèce d'état d'esprit qui fait que ça reste, quoi, c'est indélébile, quoi. On ne peut pas se dire, voilà, je tourne la page, sauf si on a vécu des expériences particulièrement traumatisantes, on a décidé de tirer un trait sur tout ça pour conserver une santé mentale, ça peut arriver, c'est un comportement respectable. Voilà. Mais, il faut respecter. mais ceux qui ont eu la chance, comme nous, d'être confrontés à des carrières, d'être dans des services intéressants, voire prestigieux, comme Claude qui a dirigé le 36, quoi, il a juste dirigé, quoi. Donc, voilà, il oublie de le dire. Mais c'est quelque chose qu'on a en nous et que personne ne peut nous prendre, et quand bien même quelqu'un essaierait de nous. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi j'ai été appelé ici par un flic, je ne le connaissais pas. On ne se connaissait pas. Je suis lui. Voilà. Donc c'est ça aussi, quoi. D'ailleurs, quand on parle de ce qui concerne le 36, c'est une expression qu'on emploie moins souvent que maison. On dit, on est en planque dans un secteur de Paris ou en banlieue, on dit on est à la maison c'est pas domicile, c'est le 36. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'à la limite, non seulement ce travail de flic crée des liens où on a le mot amitié écrit en grand majuscule, mais famille avec un grand F, et la famille, c'est hélas, je dis là, parce que parfois c'est dur à vivre, c'est le 36. Ouais, puis, là j'ai une petite pensée pour Noël Robin en même temps que tout ça. Vous connaissez tout, je suppose, et que moi j'ai bien connu parce qu'il m'a vraiment filé un coup de main quand j'ai réalisé Contre-Enquête, parce que Contre-Enquête, j'ai été l'un des rares réalisateurs à pouvoir tourner non seulement devant le 36, mais même à l'intérieur du 36. Ça en a fait des jaloux, mais et il m'avait vraiment filé un coup de main avec Frédéric Krishnar, et il s'en est, comme on dit, collé une, il y a 3 jours de ça dans sa bagnole de service de chez lui. Il allait devenir le prochain patron du 36. Voilà, pareil. Et ça, voilà, on est confronté, il y en a un l'an dernier qui s'en est mis aussi dans le buffet. Enfin, on voit aussi régulièrement chez nous, malheureusement, parce qu'on a la possibilité, parce qu'on a ce moyen à portée de main, un 357, un 9 mm, le passage à l'acte est tellement plus facile que dans une autre profession. Les flics, les médecins, de toute façon, les infirmiers sont des professions qui sont très conservées par le suicide. Et c'est vrai qu'on a ça régulièrement dans une carrière de flic. Il n'est pas rare qu'on ait 2-3 copains qui sont connus dans le buffet. Voilà. Et ce genre d'événement-là, même quand on est parti loin, même quand on a été buté très loin, comme par hasard, on voit les flics fleurir de partout, de tous les coins de France, même de l'étranger, pour venir se recueillir sur la tombe d'un collègue qu'on a connu. Et ça aussi, c'est typiquement voilà.
On a eu l'exemple de Jacques Capella qui se passe suicidé, mais qui a été tué lors d'une fusillade dans la Syrie d'Irak. On a des collègues qui sont venus d'Allemagne, de Belgique, qui connaissaient Jacques Capella, qui ont assisté aux obsèques. Ah, on a dépassé les frontières. Là, si on quitte le 36 pour revenir à Clermont-Ferrand, par exemple, Jackie, est-ce que tu ressens, toi, ce côté amitié et tout ça Une seconde, et puis je donne sa parole. C'est très bien de revenir à Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours de la Belgique, des grands flics. Je ne fais pas la démagogie, je parle sous le contrôle de gens qui me connaissent autour de moi. Le boulot le plus difficile, flic, c'est le boulot de gardien de la paix, qui est dans son cas plus secours. Il part. C'est mon affaire. C'est pas où il va. Il est obligé d'improviser tout de suite. Et ça, c'est le boulot du gardien de la paix, comme des barres. À l'anti-gang, on sait à qui on a affaire. On va faire les voyous, on est équipé en conséquence. Mais on ne le dit pas jamais assez, le métier le plus difficile, c'est celui-là. Voilà. Et on est à Clermont-Ferrand. On est à Clermont-Ferrand et policier, c'est quand je suis rentré dans la police il y a 30 ans bientôt, ce sera en septembre prochain, c'est marqué la police c'est un métier d'homme. La police c'est toujours un métier d'homme, mais pas homme dans le terme il y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, mais c'est un métier humain. Et c'est franchement ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, flic un jour, flic toujours. Alors j'espère qu'un jour j'aurai une retraite quand même, parce que je pense qu'il faut de temps en temps en sortir. Parce qu'effectivement, moralement, c'est pas toujours très facile. C'est pas psychologiquement, et c'est pour ça que c'est. Quand on parle des grands organismes comme l'évoque, le 36, etc., mais la police, elle se fait au quotidien, et elle se fait par des petites gens, par des petits flics, par des petits grades, et des mecs qui ont des cœurs comme ça, qui ont une volonté fantastique de vouloir réussir, et qui sont au service des autres, et qui se donnent réellement. Et qui ne sont pas toujours beaucoup remerciés de ce qu'ils font, mais moi je sais le faire quand c'est à moi de le faire, mais c'est vrai que la presse, que le... Mais on ne cherche pas le remerciement, ni les honneurs. C'est pas une question de remerciement, mais c'est une question de remettre les choses à leur juste place. Et effectivement, le métier de gardien de la paix, police secours notamment, de la voie publique, c'est un métier hyper difficile qui est peu reconnu. Et il est peu reconnu ici comme ailleurs, et la ville de Clermont-Ferrand, qui va particulièrement criminogène par rapport à certains lieux dont tout le monde peut s'imaginer, notamment dans les régions parisiennes ou dans d'autres banlieues un peu plus au sud, là, dont on parle un tout petit peu en ce moment. Et vous avez peut-être aussi un petit peu de travail à faire, je pense, parce qu'au niveau international et au niveau national, il y a du boulot là-dessus. Nous, on fait un métier différent, mais c'est un métier où il y a le même état d'esprit. Quand on a été flic, quand on est allé au charbon avec les gars, quand on a, il y a un moment, les grades s'effacent. Et je pense que c'est franchement l'humain qui prend le dessus, qui prend le truc et qui fait tenir. Et c'est vraiment un esprit de groupe, parce que c'est un corps constitué. Et si on n'a pas cet esprit de groupe, on n'arrive pas à surmonter certaines difficultés. Alors, c'est pas toujours des grands braquages, des grandes choses, mais le policier ordinaire, c'est les accidents, c'est les viols, c'est les mineurs, avec des choses qu'on voit qui sont très troublantes, c'est les suicides, c'est les incendies, c'est des choses comme ça. Et ça marque un homme, ça marque les choses. Et effectivement, tout ça, par contre, je vois au cinéma, ça n'y est pas encore. Autant on a su passer sur certains grands organismes, comme le 36, comme la police judiciaire, qui fait beaucoup rêver, mais le travail de tous les jours, du quotidien du flic, il n'est pas très très bien encore revenu et rendu, je pense, au cinéma. Et là, il y a peut-être aussi un effort à faire ou un discours à passer qui sera peut-être intéressant. Il y a eu un film très très bien récemment. C'est le film, c'est Police. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est ce que j'en discutais hier, c'est que C'est bien fait. il est très bien. Pourquoi? Parce que c'est écrit avec des flics, donc très proches de la réalité. Il y a des mineurs spécifiques aussi, mais néanmoins assez très humains, dont tu parlais aussi, la nature humaine. Mais par exemple, moi je ne me vois pas faire ça parce que j'essaye de faire au cinéma ce que j'aime voir au cinéma. C'est-à-dire, je me sers de mon ancien job pour amener une dose de vraisemblance, de véracité, tout ça, dans le comportement des enquêtes. Mais chez moi, mon plaisir aujourd'hui, c'est de faire du cinéma. Donc, moi, j'adore aller voir Michael Mann ou les Squad. Mais au cinéma, je ne vais pas voir Van Gogh. Par exemple, parce que ça ne m'intéresse pas de revoir pendant 1h30 ce que j'ai vécu. Mais en revanche, des films comme ça, pour le public, sont très très intéressants, parce que le film a très bien marché aussi. Et les gens apprennent quelque chose. Et c'est pas distillé avec moult pathos ou quoi que ce soit. Mais il y a des films comme ça qui commencent à être faits, je pense.
Il y a peut-être 627 qui est. Ouais, c'est ça qui a daté. Ouais, Il y a 627, mais même le police de Piala, celui-là, celui-là, il y a le cousin de Corneau aussi qui était assez proche de l'artillerie. Le fait qu'il y ait de plus en plus de toute façon de flics qui écrivent des bouquins, qui participent à des scénarios, qui réalisent, il y en a que deux pour l'instant, d'anciens flics qui ont réalisé, il y a Marshall et Natov, mais on va peut-être montrer ça aussi, ça concourt au fait que la profession soit mieux connue, et pas simplement pour faire du documentaire dramatique, hein, pas simplement pour faire pleurer dans les chaumières, mais aussi pour montrer que la police, c'est quelques trains qui déraillent, mais c'est beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. Alors c'est vrai que faire un film sur des trains qui arrivent à l'heure, c'est intéressant que faire un film sur un train qui déraille. Voilà. Maintenant, mais il ne tient qu'à des flics, de toute façon, que d'écrire des bouquins ou des scénarios qui transcrivent très exactement la réalité et puis que ça devienne un beau film. Parce que c'est pas les gens de l'extérieur, entre guillemets, qui vont venir faire ça. Je pense que ça doit venir de nous. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de flics que ça intéresse, de toute façon, de passer à du bout. On a un spécialiste de l'audiovisuel, peut-être nous donner son avis. Spécialiste, il dit tout petit spécialiste par rapport aux invités qui sont autour de la table. Moi, je voudrais juste revenir sur 2-3 propos qui ont été posés tout à l'heure. Déjà d'entendre de très grands flics, comme l'ancien patron du 36 dire un flic toujours, un flic le jour, un flic toujours, ou comme aujourd'hui un réalisateur qu'on est connu. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Nous, policiers, aujourd'hui, qui avons pas eu la responsabilité en plus que vous avez occupée. Une petite réflexion simplement, puisque nous sommes sur le champ plus pédagogique. On dit souvent pour que les jeunes générations de policiers comprennent le poids des responsabilités, quel que soit leur grade, qu'ils soient commissaires, autrement dit, parmi ceux qui dirigent la police, qu'ils soient officiers, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, autrement dit par rapport à ceux qui commandent les effectifs, notamment sur un certain nombre de missions opérationnelles, ou qu'ils soient gradés et gardiens, c'est-à-dire sous-officiers ou gardiens de la paix, comme l'a dit M. Cancès tout à l'heure, autrement dit directement en confrontation avec les événements qui se passent au quotidien dans nos rues, dans nos quartiers. On dit souvent à ces policiers que les responsabilités qu'ils vont porter, eh bien d'autres les connaissent, ce sont les médecins. Nous, les policiers, nous sommes un petit peu les médecins de la société. Médecins qui accompagnons des moments joyeux, comme une naissance pour un médecin. Ça va être les fêtes nationales, ça va être les grandes fêtes sportives, bientôt la Coupe d'Europe de football. Mais puis, évidemment, tous les événements dramatiques, comme les médecins peuvent accompagner des événements dramatiques. Alors, nous avons le médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est souvent le gardien de la paix, qui est dans son car police-secours, qui se déplace après un appel radio pour aller régler un problème de circulation routière, pour aller régler un problème de fuite d'eau parce qu'il y a une inondation dans un appartement. Et puis quelques minutes après, alors qu'il se rend sur un différend familial, il se trouve face à un fusil qui n'est pas chargé de gros sel et qui peut mettre sa vie en danger. Autrement dit, tous les matins, lorsqu'il rentre dans son car de police secours, il ne sait pas si le soir il pourra embrasser ses enfants. Je ne dis pas ça pour faire du pathos, je dis ça parce que, hélas, c'est une réalité, mais est-ce que, hélas, c'est une réalité? Ou est-ce que ce n'est pas aussi ce que le policier recherche dans cette passion, dans ce service du public? On parlait tout à l'heure de films, c'est vrai, si je puis rebondir sur ce qu'a dit Fred Mancuso, quand on voit police, on a l'impression qu'on est plongé véritablement dans la vie des policiers. À l'inverse, c'est votre enquête. Votre enquête, on est vraiment dans un film policier, dans un thriller, si je puis dire ainsi, où il y a une histoire, il y a un suspense qui monte jusqu'à la fin, où on peut se demander où ça va aller. Alors que dans la police, la fin est presque attendue. Nous, ce que nous essayons de faire dans le domaine audiovisuel policier et institutionnel, ce sont aujourd'hui, et ce depuis 4-5 ans, des supports pédagogiques qui sont audiovisuels de la fiction, de la docu-fiction, et qui plongent les élèves policiers, autrement dit ceux qui rentrent dans la police, ou les policiers plus anciens qui viennent en formation continue, au cœur des réalités opérationnelles. Mon job, c'est de produire des films qui vont faire en sorte que lorsqu'ils sont en apprentissage du métier de policier,
j'amène la voie publique dans la salle de cours. Alors la voie publique avec des policiers en action, puisque on a cette partie documentaire, cette partie reportage, mais la voie publique aussi en termes de fiction. Et d'amener dans la salle de cours, grâce à l'audiovisuel, des problématiques comme le violent époux, parce que c'est une problématique de la société, comme les agressions des médecins, comme tout un tas de thèmes qu'ils vont rencontrer demain, et pour les préparer à rencontrer ces événements-là sur le terrain. Voilà un petit peu quelle est notre action en termes d'audiovisuel police. Pour en revenir au thème du débat d'aujourd'hui, réalité, fiction, voilà, vous travaillez vraiment uniquement dans la réalité. Nous, on travaille dans la réalité pour tout ce qui est, on va dire, partie journalistique. Par exemple, on peut partir pendant 15 jours et suivre le SAMU 78 et livrer un reportage de format 26 minutes sur la vie dans un SAMU. On va créer, je parlais de la Coupe d'Europe de foot, on est en train de travailler avec l'Olympique Lyonnais et la direction départementale de la sécurité publique du Rhône pour commencer à préparer des supports audiovisuels sur l'organisation et la gestion d'un service de match de foot. Là, on commence déjà à travailler sur 2016, ou sur la candidature de l'Algérie à la Coupe du Monde d'après, puisque la France aide l'Algérie à se préparer dans cette candidature. Et puis, nous allons aussi écrire des fictions qui seront des courts-métrages, 5, 6, 7, 8 minutes, où là, ce sont des fictions qui sont inspirées de cas réels que nous avons vécu ou que certains de nos collègues ont vécu et que nous allons produire, soit avec de la vidéo, soit avec du film d'animation, soit avec de l'image de synthèse, et que nous allons diffuser pour évoquer une problématique particulière. Je vais donner deux particulièrement sensibles tout à l'heure. Ça peut être le harcèlement sexuel, ça peut être tout un tas de choses, où on crée une fiction que l'on projette. Un peu comme ce qu'avait fait France Télévisions il y a quelques années avec certains réalisateurs célèbres, notamment Paul Poujla, lorsqu'ils avaient créé une série de courts-métrages sur les violences conjugales. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On est à peu près sur le même champ. Alors, vous, quand vous lisez un roman policier, là, on a de la fiction et on a aussi un peu de documentaire, mais quel regard vous portez sur ce que vous voyez? Est-ce que vous regardez un film avec l'envie de vous divertir, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, ou est-ce que vous le mettez de côté parce que ça vous rappelle trop votre quotidien? Alors, on a chacun nos propres recherches, nos propres émotions. Quand on voit un film ou qu'on lit un bouquin, moi, Éric Geoffrey, et c'est pas forcément ce que pense Jacques Éric, moi, ce que je recherche, je suis désolé puisqu'on a parlé, moi je cherche plus Go Fast ou je cherche plus contre-enquête que ce que je vais rechercher police. Voilà. Parce que j'ai envie de rêver, parce que j'ai envie de m'évader, j'ai envie d'être surpris par l'histoire. Voilà. Et c'est vrai que Go Fast, ce qui m'a particulièrement plu dans Go Fast, je vous le dis monsieur, ce qui m'a particulièrement plu dans Go Fast, c'est que non seulement il y a une histoire, on est plongé dans l'histoire, mais en même temps ça s'appuie sur des choses qui sont réalistes. Plus que réelles, je veux dire réalistes. Et moi, ce qui m'a marqué, au-delà des acteurs qui sont superbes, et au-delà de l'histoire, c'est aussi, par exemple, les techniques de tir employées. Et le fait que sur GoFast, le Centre national de tir de la police nationale ait travaillé et formé, on le disait notamment, au tir, aux techniques de tir, Benoît Biel a fait un superbe travail sur ce film-là. Ben, voilà, moi ce qui m'a plu, c'est que je m'évade, et en même temps, ça me paraît réaliste. C'est-à-dire, je ne me dis pas, tiens, voilà. Alors, on a toujours l'exemple du mandat de perquisition. Bon, ça commence à faire, hein, la UNESCO, tout, voilà. Mais il n'y a pas que le mandat de perquisition. Voilà, c'est important. Alors, ce que je voulais donner une petite anecdote sur GoFast, c'est Roche Dizem n'avait jamais fait un rôle de policier aussi impliqué, donc on l'a amené pendant une quinzaine de jours faire tout un entraînement aux outils, aux techniques au montage d'armes, déplacement dans des zones difficiles, etc. Et il s'est extrêmement bien pris au jeu, il était vraiment il était dans la peau d'un flic. Et le tournage se passe bien, etc. Vraiment c'était chouette, quoi. Et il y a la photo du film. Et on regarde les photos du film, et on se met, avec le producteur, on se met à rire, parce que Roger Dizem tient l'arme, il met le doigt
sur ce que vous dites la gâchette, c'est la queue des dents. Et en disant c'est possible. Et donc on a refait la photo en mettant le doigt le long du pontet parce qu'un flic ne sort jamais avec l'arme, avec le doigt sur la queue des dents. Donc on dit à Rogy, notamment bien le truc à Rogy. Ce qu'on t'a appris, il faut que tu ramènes. Et alors, du coup, bon, il y a cette photo qui est comme ça. Et Rogy a toujours, dans les déplacements, il était toujours très, très soucieux de bien faire. Et en permanence, il a été accompagné par Yael et les autres, les deux autres types de la police, qui faisaient en sorte de respecter l'orthodoxie du métier. Peut-être que le public n'a rien vu, mais nous on faisait un petit message aux policiers en disant salut les amis, reconnaissez-vous, c'est vous qui. Alors pour police, moi j'ai vu ce film avec un double regard. Alors, le premier regard, je suis du spectateur, et le second parce que j'ai travaillé dans ce service pendant 4 ans où j'ai dirigé un des volets de ce service qui était ce qu'on appelle le mineur victime en dehors du cadre familial, qui est grosso modo la recherche des pédos. Donc c'est extrêmement violent comme service. Moi je suis parti avec déjà un fort sentiment d'utilité sociale, parce que j'avais fait, mais aussi très agité, c'est violent comme service. Mais j'aurais jamais pu écrire sur ce service. J'aurais jamais pu faire un film sur la brigade des mineurs, sur la BPM, la brigade de protection des mineurs, c'est le service de Paris, parce que je préfère raconter autre chose que ce quotidien-là, mais c'est bien que le public le connaisse. Mais c'est pas ma narration, ce qu'on dit tous ici autour de cette table, quand on dit côté police. Et je préfère aussi voir Wackenman. Par rapport à ce film, Mewen, elle a travaillé sur plein de sujets différents. Est-ce que vous pensez qu'elle a bien capté ce qu'il fallait capter? Alors, elle a bien capté, oui, elle a bien capté l'ambiance. Bon, après, bien sûr, c'est habillé par des acteurs, vous avez des types complètement improbables. Bon, ok, voilà. Comme Didier Morville. Bien connu des services. Virgule. Bon, après c'est la fiction, quoi. Mais dans la réalité, vous avez des gens qui sont, qui sont comme c'est rendu, avec des petites histoires dans l'histoire, etc. Bon. Oui, elle a fait un bon job. Hein. Peut-être qu'on peut poser la question sur les gens que vous prenez en formation. Parce que quand ils arrivent, finalement, ils ont des déformations dues à la fiction qu'ils ont pu, des problèmes qu'ils ont pu attraper en lisant ou en regardant des films. Forcément, oui, puisque le jeune public qu'on reçoit, notamment qui rentre dans la police, est façonné sur l'histoire cinématographique, l'histoire télévisuelle, tous les reportages qui passent, comme disait Simon Cleugeot tout à l'heure, qui passent tous les jours quasiment un reportage sur la police, sur la BAC, sur les services judiciaires, etc. Donc forcément, les jeunes qui rentrent dans la police sont façonnés par ça. Alors, quand ils ont la chance de pouvoir voir un film comme Beaufast ou comme Police, ils ont peut-être plus la réalité qui leur saute au visage, donc ça les transforme un petit peu. Après, c'est tout l'art de la formation, mais Eric a été un des formateurs en école de police, donc il pourra nous en parler, mais tout l'art, justement, c'est de pouvoir transformer ce jeune citoyen qui est intéressé à devenir policier en un policier efficace. Donc, il faut transformer cet état d'esprit, il faut transformer cet a priori, ces a priori qu'il a, ce jeune policier, en quelque chose de réel. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des a priori qui existent. C'est d'ailleurs un des phénomènes d'élimination dans les tests au RAID. Les tests psychologiques qui sont passés, qui sont très profonds au RAID, éliminent systématiquement les Rambo et les gens qui se font une image de la police à travers ce qu'ils voient au cinéma. Là-dessus, les psychologues du RAID sont très faibles. Je voudrais revenir sur un point qui est la considération de la police nationale, parce que moi je suis passé un peu de l'autre côté, puisque je fais des formations. Un peu beaucoup, mais on est toujours ensemble sur le plan de la mémoire. Comme je fais la formation sur les braquages dans la distribution moderne, dans les commerces de proximité, je m'aperçois, quand j'ai ouvert la première caisse de Crédit Mutuel à Clermont-Ferrand, je me suis aperçu que les seuls a priori qu'on avait d'abord dans le public et ensuite dans la presse, c'était que fait la police. Il y a un manque de considération, je rappelle d'ailleurs par rapport à ce que disait tout à l'heure
notre ami Derrick, que c'est le plus fort taux de suicide des gardiens de la paix en France. Hein. On ne semble pas trop s'en préoccuper. Et que les gens oublient que dans leur propre métier, je le vois dans la distribution moderne, lorsque une employée libre-service a bien fait son rayon, elle va faire tout un drame parce que le patron n'a pas félicité. Ben, le policier, il est loin de là, hein, parce que lui, il met sa vie en jeu, il n'est jamais félicité. Quand la presse peut lui sauter dessus, elle le fait, il y a toujours bavure, annonce pour vendre son journal. Il y a toujours cet objectif commercial, avec un manque de connaissance totale des gens qui servent la nation. Et j'ai été frappé quand je suis rentré dans la banque par ce phénomène. J'ai commencé à Paris à la Brève, où je suis tombé sur un inspecteur général qui a mis le paquet pour travailler avec la police nationale. C'est d'ailleurs, la Brève était une des toutes premières à enregistrer une chute vertigineuse des braquages. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement on se fout de la police, on ne s'en sert que quand on en a besoin, que la plupart du temps, quand on est dans des magasins de distribution moderne, ils ne font rien pour préserver le travail de la police. On a ici la chance d'avoir Charles Diaz, qui, avec Jean Cial, était un des précurseurs de la police scientifique moderne, qui aujourd'hui travaille encore là-dessus. On oublie ce travail-là. C'est grâce à des gens comme ça qu'on a trouvé, 11 ans après, le meurtrier d'Élodie Kulik à Péronne. C'est la police scientifique. Mais ils s'en foutent. Pour le moment, c'est le problème du moment. C'est-à-dire, on a allumé la voiture, que fait la police? On a oublié qu'on avait laissé les clés sur le truc, mais la police doit surveiller la voiture. On exige de la police, et dès qu'on a un gardien de la paix qui va faire une erreur, hein, et l'erreur est humaine, et bien systématiquement on lui saute dessus. Alors finalement, bon, j'ai la chance, en n'étant passé de l'autre côté, de pouvoir ouvrir ma gueule, et je le fais, et je ne manque pas de le faire, parce qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, un manque de considération totale. Il est volontaire dans certains cas, parce que c'est une optique gauloise, hein, on a toujours aimé brosser le gendarme, mais il y a également un problème de comportement quotidien. On laisse rentrer des gens le matin. D'ailleurs, quand on a fait nos 2 films avec l'Office central de répression du banditisme sur les hold-up, ils étaient le cul par terre. Ils étaient planqués à 5h30 du matin, ils voyaient arriver quelqu'un avec toutes les clés sur lui, il ouvrait les portes, il avait accès au coffre, c'est-à-dire que quand il se faisait braquer, il prenait un risque énorme. Et quand le hold-up a lieu, eh bien, on marche partout, on ne s'occupe pas qu'on efface des traces, etc. Alors ça, c'est quelque chose que, je dirais qu'on devrait faire passer à la place du service militaire pendant 6 mois, les gens dans une école de police pour apprendre la partie de la citoyenneté, de la police et de la justice, bien sûr. Le problème, il est là. Hein. Le manque de considération, il est là. Et vous entendez tous les jours parler de la fameuse pyramide de Maslow où chacun a besoin de reconnaissance, mais c'est peut-être un des corps, avec sans doute les médecins, les pompiers, qui sont les moins reconnus et qui rendent le plus service à la nation. Et moi, où je suis un peu comme Franck, ça m'a révolté quand je suis rentré dans le privé. Et je pense que jusqu'à temps que j'exercerai cette fonction, eh bien, j'ouvrirai ma gueule pour le dire et puis essayer de faire avancer les choses. Alors, pour aller un peu plus loin de ce qui a été dit à l'instant, là, et par rapport à la question posée, lorsque les jeunes policiers rentrent dans les écoles de police, quel que soit le corps, quel que soit le grade, et on le voit d'ailleurs dès leur recrutement, puisque quel que soit le corps, quel que soit le grade, vous avez toujours un grand jury oral qui est l'épreuve principale d'admission pour entrer au sein de la police nationale. Bien entendu, les représentations sont faussées. Les représentations sont faussées, et on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que le public attend plus de grandes histoires de police, et les grandes histoires de police, ben, c'est la PJ, c'est la lutte contre le terrorisme, ces choses-là, que l'émission de circulation routière. Le seul film que l'on pourrait citer, qui est connu du grand public, où on parle d'un policier en tenue, c'est Pinot, c'est un peu flic. Et encore, quand Pinot fait des bêtises, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la circulation routière. Or, on est tous bien d'accord dans cette salle, la circulation routière, la sécurité routière, eh bien, c'est peut-être un peu moins noble dans les représentations que d'aller interpeller, lorsqu'on est en brigade anticriminalité, quelqu'un qui vient de voler une voiture, pour prendre un petit délit, entre guillemets, pour petit délit. Sauf que l'accident de circulation routière, ça peut être un fauteuil roulant à vie. Voilà. Donc on se trouve là dans une forme de dissonance, si vous voulez, où la noblesse de certaines missions n'est pas toujours vue, reconnue. Et c'est vrai que lorsque un policier rentre, il rêve plus de brigade anticriminalité lorsqu'il est gardien de la paix, ou de police judiciaire lorsqu'il est officier ou commissaire,
que de travailler en sécurité publique à la tête de compagnies de circulation, par exemple, ou au sein de compagnies de circulation. Donc c'est tout le rôle des policiers de bien faire comprendre que toutes les missions ont leur noblesse. Parce que celui qui est dans un fauteuil roulant parce qu'il y a eu un problème de sécurité routière à son endroit, parce qu'il y a un chauffard qui était ivre ou qui a franchi un stop sans s'arrêter, ben pour lui, c'est plus important que si on lui avait volé sa voiture. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas lutter contre le vol de voiture. Vous voyez ce que je suis en train d'essayer de vous exprimer. Il n'y a pas de mission plus noble que l'autre. C'est vrai que ce que disait l'ancien patron du 36 tout à l'heure, c'est très important. Ce que disait aussi le collègue qui a travaillé sur les plus gros bandits, aussi c'est très important. Mais notre gardien de la paix, il arrive, ils sont à deux, ils vont dans un appartement, ils n'ont pas d'équipement spécifique. Lorsque le raid intervient, ils savent à qui ils ont affaire. Et ils ont les matériels spécifiques. Les deux missions sont tout à fait deux missions très nobles. Et c'est quelque chose qui, en formation, doit être travaillé pour fissurer un certain nombre de représentations et construire véritablement cette passion, quelle que soit la mission exercée. Sans oublier quand même, il faut être honnête avec les gens qui sont là, que le fait d'être gardien de la paix au départ et de passer à la BAC, c'est toujours un moment de reconnaissance et une finalité pour une carrière. Celui qui passe à la BAC, ça veut dire, voilà, vous êtes bon, vous faites un bon boulot, machin, on va vous donner un boulot un peu plus intéressant et surtout beaucoup plus d'initiative et de responsabilité. Ça aussi, c'est important. Mais c'est vrai que c'est une formation. Et ce sur quoi il faudrait peut-être insister, Thierry, c'est le fait que si on a des formations initiales dans la police nationale, on a fait depuis 20-25 ans énormément de progrès en formation continue. Et ça aussi, ça nous permet tout au long de la carrière de nous améliorer et d'avancer aussi, parce qu'on arrive avec une certaine idée, avec une certaine formation de base, et l'expérience faisant, on avance petit à petit, et on arrive après à, franchement, je crois, à franchir des étapes. Et là-dessus, la formation a un boulot qui n'est pas toujours reconnu d'ailleurs, malheureusement, mais qui est aussi important, très très important. Pour recentrer le débat sur réalité et fiction, je voulais qu'on parle de la police scientifique. Mais on n'a jamais eu autant de... Petit exemple justement sur le recrutement, on n'a jamais eu autant de candidats pour les fonctions scientifiques que depuis que les experts passent à la télé. C'est incroyable. Les experts ont popularisé le côté enfin, de la police technique et scientifique, et alors depuis quelques années, il y a une explosion des candidats pour rentrer, parce qu'ils s'imaginent devenir les experts de la police nationale. Ils seront juste déçus quand on va leur dire que tu es dans ton laboratoire, tu enlèves les traces, tu sais. Oui, t'es pas directeur d'enquête. C'est pas directeur d'enquête. Ils vont être cruellement déçus. On va leur dire que c'est les Américains, c'est pas. Et c'est marrant parce que Charlie, si on va revenir, Charlie il avait pondu un concept, on en parlait hier soir. Les experts, c'est lui qui a pondu le concept. Il a dû se faire piquer par cette idée. Il y a plus d'une quinzaine d'années, il avait pondu un concept de série qui traite de ça. Charlie, on parle de toi. On parle des experts. J'étais en train de dire que les experts, les Américains te l'ont piqué. Alors, dans quelle a donné quoi? C'est fumier d'Américains. Tu sais qui non, on parle de ça, je suis en train de dire qu'il y avait bien avant. Ouais, sauf que j'ai pas eu la très bonne idée des Américains de toujours tricher avec la réalité, parce que moi, un peu contrairement à ce qui a été dit par certains, je considère que il n'est pas nécessaire que la réalité, que la fiction se conforme à la réalité. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lorsque vous voyez un film, lorsque vous lisez un livre, c'est de réussir à créer un univers cohérent. Donc là, d'accord, il faut de la réalité. Il faut en tout cas se raccrocher à quelque chose qui est proche de la réalité, c'est très bien. Il faut, et ça c'est des anciens collègues comme Franck, c'est très important de pouvoir utiliser leur connaissance du milieu, parce que c'est en mettant des petits détails dans les films, des petites choses de rien du tout, comme le langage, certaines formules, certains gestes, certaines façons de se comporter dans le milieu policier, que vous créez cette réalité, ce vécu. Et ça compte beaucoup pour aider la fiction à être cohérente. Mais après il faut
et c'est ce que disait notre collègue, il faut enthousiasmer le consommateur. Il faut lui donner envie de voir un film, il faut lui donner envie de le regarder jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas la réalité qui le fait, parce que notre réalité, parfois, elle est... Bon, je ne vais pas utiliser des mots, mais si vous ne trichez pas, les concepteurs, eh bien, vous vous ennuyez. Je vous assure, il y a beaucoup de moments où on sent... C'est plein, quoi. Et puis, il y a d'autres moments extraordinaires, ça dure très peu de temps. Et c'est ça qu'il concentre. Et donc, il faut à la fois l'imagination, le formidable, et la création de cet univers de fiction, ça c'est extraordinaire. Et puis, il faut l'agrémenter de choses qui nous ramènent à la réalité, parce que c'est ce qui donne de la chair à votre histoire. Donc, c'est très particulier, comme il faut savoir mélanger tout ça. Alors, quand j'ai imaginé en 95 le concept de la PTS en film, c'était avant Bonne Collector, c'était avant les experts, c'était avant tout le monde. Personne n'y avait pensé, c'est vrai. Sauf que je n'ai pas eu la bonne idée. Je vous le dis très franchement, je ne l'ai pas eu. La bonne idée, c'était de leur faire tout. C'est-à-dire l'enquête et la police scientifique. Moi, j'ai voulu rester trop près de la réalité. Je me suis fait tuer par la réalité. Je suis arrivé avec un sujet où c'était deux policiers, dont un qui était devenu handicapé en partie, qui menait l'enquête et qui demandait à un petit groupe d'experts de les aider en utilisant tous les moyens de l'époque, qui était déjà pas mal en 95. Mais en raison de cette multiplicité de personnages, en raison de cette dualité dans la combinaison d'action, ça ne marchait pas. Les Américains, ils sont arrêtés, ils ont dit, voilà, c'est le même équipe qui fait tout. Autrement, vous avez des experts qui ne sont pas officiers de police judiciaire, mais qui vous font tout. Ils vous font des surveillances, ils vous font des filatures, ils vous font des interrogatoires. Et en plus, ils tapent sur un micro, là, un micro-ordinateur, ils vous trouvent la couleur du slip que portait l'auteur le jour des faits. Bon, mais c'est comme ça. Ils arrivent à briser les barrières de la réalité pour en prendre le meilleur dans leur fiction. Et c'est ça, c'est ce concept-là que moi, je n'avais pas réussi à inventer. Et quand j'ai vu pour la première fois Bonne Collector, je me suis dit, ils ont commencé, ils avaient déjà là, donc c'était Jeffrey Deaver, il avait déjà imaginé l'idée de spécialistes qui mènent l'enquête en utilisant, par le biais des communications téléphoniques et tout ça, pour mener l'enquête de façon polyscientifique. C'était déjà, et puis après donc ceux de toute l'équipe des scénaristes qu'ils ont utilisés pour réactualiser les experts, qui sont formidables. Hein. Après ils en ont fait 5 ou 6 avec des concepts plus ou moins différents, mais toujours avec cette idée de tout mélanger. Parce que c'est quand même, l'idée c'est quand même l'énigme policière qui tient le téléspectateur en haleine. Donc voilà. Et par exemple, le mandat de perquisition, vous voyez, le mandat de perquisition, pourquoi on en parle tellement dans les fictions françaises? Bah, tout simplement parce qu'on doit ça à Sinon. Il faut que vous le sachiez. Non. Sinon, en 1930, quand il commence à écrire ses Maigret, il veut copier les Américains. Alors déjà, il n'est pas Maigret du tout au Quai des Orfèvres. Pourquoi? Parce que le Quai des Orfèvres passait pour une maison à l'ancienne. C'était la sûreté parisienne du 19e siècle encore. Donc, il ne le met pas au Quai des Orfèvres. Il le met à la première brigade de police mobile, qui était considérée à l'époque un petit peu... Belin venait de sortir l'affaire Landru, donc c'était quand même le service un peu prestigieux, connu, et puis surtout, qui s'occupait des relations internationales. Or, si vous remettez dans le contexte, on est à l'époque où Chicago, Al Capone, Elliot Ness, tout ça, c'était là qu'il y avait que le banditisme, que les affaires policières étaient vraiment très intéressantes. Donc, il veut faire un roman policier à l'américaine. Il utilise, dans son premier roman qui s'appelle Piètre le Laiton, une histoire internationale pour faire entrer l'idée d'Interpol. Et puis, il se dit, pour faire à l'américaine, eh bien, il fait parler son personnage avec des termes que les Français connaissaient déjà pour les avoir vus arriver des États-Unis, dont le mandat de perquisition. Le petit fumier. Et voilà, ce cher journaliste belge, très malin, a commencé à utiliser ce genre de mots.
Et c'est resté. Et c'est resté, et aujourd'hui encore, on a du mal à... Le nombre de fois à la crime ou arrivant en perquisition, vous avez un mandat. Mais alors c'est là, dans un commissaire Moulin, qui s'intitulait, je ne sais plus, enfin, ce n'est pas les officiers. J'ai pondu cette réplique phénoménale, dont je suis pas fier du tout, mais qui m'a fait marrer à l'époque, c'est le mec demande, vous avez le mandat de perquisition, et Moulin lui balance une énorme batte de cow-boy, et j'ai pas de mandat, mais j'ai une mandale. Ça vous avait fait marrer à l'époque. Oui, une petite question. Souvent on entend dans les fictions comme ça, on dit acte secret défense. Est-ce que ça existe en réalité ou c'est jamais le cas? Acte secret défense. Moi je l'ai utilisé une fois. J'ai été entendu par l'inspection générale de la police nationale. Ah oui, d'accord. C'est vrai, il posait une question sur les écoutes téléphoniques. Elles étaient couvertes par le secret défense. J'ai dit, j'ai pas le droit de vous répondre. Vous savez, c'est comme dans le film, je sais plus, l'effaceur. Si je vous réponds, je suis obligé de vous tuer après. Mais juridiquement, c'est vrai. alors là, il s'est retrouvé à garde à vue par un computer, il a pris quelques baffes, et il fallait que l'officier de police judiciaire qui m'entend soit habilité au même niveau que moi. Et il fallait qu'il n'y ait pas de transmission par le procureur de la République avant qu'il y ait la levée du secret défense qui soit... Alors, c'est une procédure française très compliquée de ce point de vue-là. Mais c'est vrai. Mais c'est pas comme dans les films, quoi. Moi, je voudrais revenir 2 secondes sur le concept des experts façon police américaine. Aux États-Unis, c'est comme en France. C'est-à-dire qu'ils ont des techniciens qui restent dans leur labo, des policiers qui enquêtent, et puis qui transmettent leurs prélèvements, etc. Enfin, sauf que quand ça arrive, les États-Unis ont une liberté d'écriture qui en France n'existe pas dans la fiction. Et quand le public français reçoit une série comme Les Experts, il ne se pose pas la question de savoir si c'est vrai, si c'est faux, parce que c'est bien, c'est les Américains, tout va bien. Si les Français font exactement la même chose, il y aura un journaliste qui va dire attendez, non, mais c'est pas ça du tout dans la police en France. Ce que vous voyez là, ils vous bidonnent, c'est pas vrai. Donc on aura une tendance plutôt à se dézinguer parce qu'on n'est pas dans l'orthodoxie, chose que le public va complètement accepter dans notre pays parce qu'il se fout complètement de savoir comment ça se passe à Chicago, à Los Angeles, en Islande, ou à Rome ou à Pékin, quoi, en fait. Voilà, tout simplement, il va prendre du plaisir devant une fiction qui n'est pas réalisée dans son pays, mais dans son pays, il va demander une exigence absolument folle. Et puis soyez honnête, hein, le succès, il vous protège de tout. Mais en revanche, si jamais ça ne marche pas trop bien, on va être déglingué. Je dis ça parce que prenez un exemple, Fred Vargas. C'est la seule quand même qui soit capable d'avoir imaginé une brigade criminelle dans un vieux bâtiment du 13e arrondissement. Alors que tout le monde sait qu'il y a le 36 quai des Orfèvres, qu'il n'y en a qu'une à Paris. Alors il l'a mis dans le 13e arrondissement, une petite équipe, mais on s'en fiche. Parce que ce qu'on met, c'est sa petite équipe. C'est le gros chat qui dort sur la photocopieuse, c'est cette vie qu'elle a créée autour de ça. Pour le reste, elle a pris cette liberté et elle a eu raison. Mais c'est parce que le succès est venu confirmer qu'elle avait raison. Et sinon, c'est pareil. Sinon, un jour, un journaliste lui reprochait, justement, d'avoir fait un Maigret qui fait tout seul. Maigret, c'est tout seul. Y compris boire à la longueur de journée. Mais pas vrai, parce qu'on fait toujours ça. Exactement. Et on lui a demandé pourquoi. On lui a fait cette critique. Mais il a répondu, mais si je racontais que dans une enquête criminelle, comme certaines que vous menez, il y a peut-être 100, 150 personnes qui concourent à l'enquête, je vais raconter en détail ce que chacune fait. Parce qu'il a eu l'idée d'imaginer un dialogue entre lui-même, Simon, et Maigret. Et Maigret critique Simon en lui disant, mais c'est pas comme ça que je bosse. Il dit, oui, mais en réalité, les 140 personnes, c'est vous qui les dirigez. Quand elles vont demander si ce bouton a bien été fabriqué dans votre magasin à quelqu'un, eh bien, c'est comme si c'était à vous qu'il parlait. Et donc, moi, j'ai fait disparaître tous ces détails de l'enquête pour tout ramener à nous. Parce que, comme ça permet d'avoir de la force dans le récit. Et il a raison. Et toutes les critiques qu'on peut faire aux grands auteurs, on s'en fiche à partir du moment où on prend plus de plaisir à les lire. C'est pas... Voilà. Bon. Merci, une question. Alors oui, moi je suis auteur polar et c'est vrai que vous voyez les romans, vous voyez par rapport à votre vécu et à vos métiers.
Nous, moi je parle pour moi en tant qu'auteur, c'est par rapport aux histoires. Et quand on construit des histoires, quand on construit le roman, on se sert un peu de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de des gens qu'on a pu rencontrer, et il ne faut pas oublier que les éditeurs, comme les lecteurs, ils attendent une histoire, ils attendent quelque chose, et la partie réalité, je ne suis pas sûr que le lecteur en général, parce que tous les lecteurs de polar ne sont pas la cherche obligatoirement. Et je vous rejoins, M. Diaz, pour ça, et se dire, c'est ça, c'est que, je ne sais plus qui disait, pour faire un bon film, un moment, il faut une bonne histoire, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que quand, alors il y a peut-être des aberrations dans ce que j'ai écrit, il y a peut-être des bêtises, mais après, moi je ne suis pas là pour reproduire un code de procédure. Je suis pas là pour raconter, je suis là pour raconter une histoire, emmener mon personnage, alors j'espère qu'il fallait ça. Mais c'est vrai que nous, moi en tant qu'auteur de romans policiers, non policiers, je ne cherche pas obligatoirement à coller à une certaine réalité qui est la vôtre. Parce que je ne la connais pas et qu'après, enfin, j'ai pas envie non plus de me perdre dans quelque chose qui peut être très lourd, très long, et là c'est plus en tant qu'auteur, c'est plus l'histoire. Alors par contre, je ne sais pas raconter des bêtises non plus, faire attention à ce que... Et comment vous faites justement? Ah, comment je fais? Alors, en fait, je pense que je suis aussi un petit peu parasité par ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai pu voir en reportage, et puis après j'ai tendance à, je me dis, ben voilà, tout ce que j'essaie de construire un personnage. Mon flic est d'abord un homme que je remets dans une énigme. Voilà. Et je rentre pas du tout dans le côté, on va dire, très très procédure ou la vie quotidienne. Voilà, j'essaie de mon personnage, parce que j'écris pas non plus sur mon dernier roman. C'est un flic qui est appelé dans un endroit pour une raison tout à fait personnelle, mais on a quitté le commissariat en fait, on a quitté la vie de tous les jours. Mais il est seul, il travaille seul. Non, il ne travaille pas seul, parce qu'il va se retrouver avec la gendarmerie qui est sur le terrain et avec une de ses collègues. Voilà. Mais il n'est pas, c'est pas le cow-boy solitaire, hein. C'est pas le cow-boy solitaire. Même lorsque des fois c'est très très loin de la réalité, et même en étant policier, on peut être plongé à l'intérieur, adorer le bouquin, adorer le film, etc., etc. Moi, il y a un film, par exemple, puisqu'on parlait de ce que chacun ressent, il y a un film que beaucoup de policiers ont adoré. Il a été tourné pour partie à l'école de formation des officiers qui sont à l'Écluse, qui est Le Petit Lieutenant. Oui. C'est un film qui est excellent. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout. Au niveau émotion. Au niveau émotion, je ne l'ai pas aimé du tout. Et nombreux policiers l'ont trouvé très bien. Alors, vraiment, il y a des images qui sont plus réalistes. Mais parce qu'ils ne sont pas forcément tombés dans une histoire qu'ils recherchaient. Voilà. Donc, maintenant, l'idée, c'est véritablement cette idée de cohérence. Et puis, il faut que vous sachiez aussi que des fois, c'est la réalité qui rejoint la fiction. Je peux vous donner un exemple précis. On a parlé de séries télévisées tout à l'heure. Vous avez une série télévisée qui s'appelle True Light. Je suis désolé, mon envoyé est catastrophique. Où on parle du langage des émotions, du langage verbal. Bon. Où cette série télévisée a été créée par rapport aux travaux d'un spécialiste qui s'appelle Paul Ekman. Et bien, depuis que cette série est passée à la télévision, un certain nombre de policiers font des formations qu'ils n'avaient pas forcément demandées auparavant pour aller plus en avant de leur connaissance sur le langage des émotions et sur tout ce qui est paraverbal. Vous avez deux grandes écoles, vous avez l'école de Paul Ekman, vous avez l'école aussi de Turchet, qui est la synergologie. Et vous avez beaucoup de policiers qui actuellement se rapprochent de ces écoles-là, qui sont aussi bien en termes de langage pour des commerciaux, puisque c'est le langage des émotions, le langage du corps. Bon. Et bien c'est cette fiction qui a donné envie à certains policiers de s'inscrire à certaines formations. Ça c'est intéressant. Oui, parce que pour reprendre ce que vous dites sur Fred Vargas, c'est vrai qu'elle a son flic Adamsberg, ses associés, tous ses collègues, c'est des personnages qui sont complètement hors normes. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais elle a su créer un climat, elle a su créer un univers complètement propre à elle, en tout cas. Et quand on ouvre une première page et qu'on dit qu'on rentre avec Adamsberg, on est avec lui pendant tout le bouquin. Et on ne se pose pas la question, obligatoirement, s'il y a des choses parfois complètement démentes qui se passent dans ces livres, on ne se pose pas la question, en tant que lecteur, est-ce qu'on est cohérent vis-à-vis d'une réalité policière, etc. Est-ce qu'il vous arrive à vous tous d'avoir des contacts avec des auteurs qui vous font valider un certain nombre de choses? Ah oui, tous. Moi, je voulais dire aussi une chose par rapport justement à la fiction.
fiction romancière, roman policier. Et, si vous voulez, il y a une première grande époque que je situerai fin du 19e, début du 20e, où c'était essentiellement l'histoire de l'énigme policière qui comptait. C'était essentiellement cela, et tout était autour de ça. Et c'est une époque où les policiers héros étaient très rares. À part Lecoq, tous les autres étaient ou journalistes, je pense à Virginie David, ou alors comme Sherlock Holmes, le privé qui a tout le droit, ou et puis, donc c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est pour lutter contre une période où quand même la criminalité est très forte, partout. Pas seulement en France, dans le monde entier, très forte. Et à travers ces histoires-là, on utilise ces fictions pour combattre cette idée de criminalité très présente. Puis après, on arrive sur une deuxième époque, où là, et c'est Simon-là qui est le central, c'est utiliser les facilités du roman policier pour aller très vite à l'essentiel et parler des choses universelles, au sens de la vie, l'importance de l'amour, du danger des amours, etc. C'est-à-dire, il le disait à un moment donné, il disait, il y a quand même que dans les romans policiers où tu as un mec que tu connais pas en face de toi et tu lui demandes, bon, quand est-ce que tu as trompé ta femme pour la dernière fois? Je veux dire, il n'y a que dans un roman policier qu'on peut directement demander ça aux gens. Et c'est cette facilité qui permet d'accéder assez fortement à des problèmes universels. Et puis après, on arrive dans une troisième période que je situe avec les Scandinaves, j'arrive jamais à prononcer leur nom à ce couple extraordinaire, qui invente ce que j'appelle, ce qu'on a appelé le roman procédural. Et là, on rentre de plein pied dans la façon très précise de mener une enquête policière. On côtoie les policiers. Là, c'est vraiment les policiers qui sont... Et vous savez, quelle est l'importance de ce roman procédural? C'est qu'avec lui, on commence à voir le roman policier social. La critique de la société à travers le roman policier. Et on l'a pu quitter. Avec plein. Donc on a vraiment, je considère qu'on a vraiment eu ces trois étapes. Et maintenant, dans tout ce que les auteurs de romans policiers produisent, ils se rapprochent plus ou moins de l'une des trois tendances. Mais la troisième, et notamment, est de plus en plus forte, justement parce qu'elle permet de dénoncer des problèmes sociaux. Et grâce au policier, le policier est un peu le reporter de la société dans des milieux auxquels les uns et les autres n'ont pas habituellement accès, etc. Plus facilement, justement, parce qu'il y a l'enquête qui ouvre les portes. Et voilà, je me suis permis de faire un bref aperçu, mais je crois que c'est très important de saisir cette ouverture sur, aujourd'hui, la possibilité de dénoncer les problèmes sociaux. Je crois que c'est une des plus fortes raisons d'être du roman policier aujourd'hui dans tous les pays du monde. C'est pas un hasard d'ailleurs si dans la production cinématographique, plus que littéraire, mais le héros parfait c'est le flic. Parce que le flic, effectivement, comme disait Charlie, peut se trouver face à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré auparavant, dont il ne connaît rien. Où est-ce que tu étais hier soir avec qu'est-ce que tu as fait, parle-moi de ta vie, raconte-moi. Le flic, c'est le héros pratique par excellence. C'est-à-dire que quand on est flic, on peut naturellement agir en tant qu'enquêteur, on a tous les pouvoirs pour le faire. Quand on est ex-flic, on peut malgré tout continuer à enquêter à titre privé, en vertu de ses connaissances acquises et puis de ses anciens réseaux. C'est quand on est un bon flic, on peut être un héros. Quand on est un mauvais flic, on peut être un héros. On peut être en rédemption. Enfin, le flic, c'est le héros pratique. Donc c'est pas un hasard si effectivement on se sert dans la littérature et dans le cinéma de ce personnage pivot comme étant l'observateur privilégié de toutes les petites turpitudes. Et puis le flic peut aussi avoir un champ d'action qui est d'une amplitude pratiquement infinie. C'est-à-dire que le flic peut très bien avoir en garde à vue un petit dealer de rue, comme avoir dans son bureau un jour un ministre, un ancien ministre. Donc, un criminel, voilà. Un maître de clochard, comme un affaire de voile. Exactement. Donc c'est le héros par excellence. Il y a le journaliste aussi qui est un peu comme ça, mais le journaliste n'a pas de pouvoir de coercition. Un journaliste ne peut pas débarquer à 6 h du matin sur le terrain, vous mettre les notes dans le dos et vous amener machin. C'est le héros par excellence. Et pour en finir sur la fiction, enfin pour en finir, je vais donner ma petite idée là-dessus. Bien évidemment que la vraisemblance
procédural n'est pas nécessaire à faire une bonne fiction. Dieu merci, Dieu merci. Mais je trouve que parfois, quand on est dans certains domaines, et notamment quand c'est raconté par des films, je trouve que la fiction et la vraisemblance ne sont pas antinomiques non plus. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je trouve que la fiction est pratiquement plus forte quand elle s'inspire de la réalité. Parce que le fait d'avoir, c'est comme en mise en scène. En mise en scène, quand on fait une mise en scène, curieusement, quand on a toute l'attitude, moi par exemple, je ne supporte pas d'être en décor en studio. Pourquoi? Parce qu'en studio, on peut tout faire. Si on a un chef décorateur doué, on peut tout faire, on peut tout construire. Et bien moi, j'arrive pas. Moi, j'ai besoin d'être dans des décors naturels. J'ai besoin d'avoir des murs autour de moi et qu'un chef décorateur me dise ça, je peux te le faire, mais ça, je peux pas. Et bien, dans le cadre d'une fiction, quand j'écris, ce carcan procédural me sert à moi. C'est-à-dire que ça m'empêche de divaguer, de partir n'importe où, n'importe comment. Ce qui est probablement votre source d'inspiration à vous, c'est-à-dire votre imagination, moi je serais incapable. Je serais incapable de raconter des situations. Et pour ma part, je trouve que la fiction se nourrit de la vraisemblance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vraisemblance procédurale pour moi est respectée, là je peux marrer. Je suis incapable, par exemple, de commencer à écrire un scénario sans avoir donné les noms à mes héros. Je suis incapable. Tant que je n'ai pas trouvé les noms, je peux rien écrire. Oui, ça fait partie de mes... Mais pour rebondir sur la fiction, peut-être surtout quand on est un flic ou un ex-flic, je pense que la rigueur procédurale ne nous empêche pas, en tout cas, de pondre des fictions qui tiennent la route et qui sont intéressantes. Et ce que je recherche, moi, c'est certainement pas le docudrama et le truc identique en respectant à la lettre. Est-ce que cette prise de liberté entre la fiction et la réalité, cette prise de liberté, est-ce qu'elle est différente entre l'écriture de roman et l'écriture plus audiovisuelle par rapport à un film? Est-ce que le film impose davantage de réalité que le roman? Je dirais que ça dépend du niveau de détail du bouquin, du scénario. En règle générale, les bouquins, les livres sont beaucoup plus détaillés. Le scénario, son but, le scénario est une étape. Ce n'est pas une œuvre définitive, contrairement à un bouquin. Les bouquins qu'on voit là sont des œuvres définitives. Les mecs qui sont penchés pendant des mois, corrigés, revus, machin, etc. Un scénario, bien entendu, il faut une version définitive du travail, proposée aux producteurs, aux acteurs, qui sont la version du tournage. Mais sur le plateau, c'est un échange permanent. C'est-à-dire que si un acteur, à un moment donné, trouve que cette réplique, ça ne lui vient pas bien à la bouche, je vais accepter qu'il modifie les mots, à condition que le sens soit le même. Pas toujours, d'ailleurs, je suis un peu chiant là-dessus, mais c'est pas une œuvre définitive, un scénario. Donc je dirais que le scénario, c'est quelque chose, c'est la colonne vertébrale de quelque chose qui va devenir un film. Alors que ça, sur 10 lecteurs, il y aura peut-être 10 films différents. Ma question était plus précise que ça. Est-ce qu'on peut être davantage libre dans un roman que dans une écriture cinéma? Est-ce que parce que c'est du cinéma et que finalement on a de l'image, on est collé à une réalité de laquelle on peut un peu moins s'écarter? Alors, moi, je suis basé par les deux. Alors, le scénario, c'est, bon, Franck connaît ça à fond, un scénario, c'est grosso modo une page minute dans l'écriture. Le scénario qui dure, un film qui dure une heure et demie, à la louche, c'est 90 pages, très clos. Bon, ça fait 45 pages de conversation. C'est un squelette en acier, un scénario. Et derrière, si on dit deux personnes assises à une table, discussion amiable, c'est les acteurs, la musique, le décorateur, tout le côté discussion amiable qui va être amené par 15 personnes. Dans le roman, bon, je dois raconter une histoire, c'est de suite, il faut qu'on mette de la chair, toute cette chair qui arrive dans le cinéma, etc. C'est l'auteur qui va créer son univers, mais de bout en bout, un univers qui va partir de la première page à la dernière, avec, il a dit ça à la page 2, donc ça a une répercussion sur la page 30, une répercussion sur la page 50, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans la totalité. Et puis on ne peut pas se départir, on ne peut pas se départir d'une certaine, pas vérité, mais d'une certaine cohérence. Et
autant il y a plusieurs personnes qui vont interpréter dans le cinéma une phrase, là l'auteur est tout seul avec sa fiction. Moi j'ai l'habitude de dire, quand on dit quelle est la différence qu'il y a entre un film et un roman, j'ai toujours dit que dans le roman, qui vous voulez voir, l'auteur ou l'imprimeur? On va voir l'auteur. Et dans un film, qui vous voulez voir, l'acteur principal ou le scénariste? Évidemment, l'acteur principal. Si je vous demande dans la salle, est-ce que vous pouvez me donner le nom de 3, 5, ou 10 ou 15, 3 scénaristes français? Je veux dire, ben voilà. Et c'est une différence de regard sur les œuvres aussi. Il y a un autre point de vue. Moi, je suis aussi scénariste et romancière de polar. Et c'est une grande, je viens de passer au roman, c'est une grande libération. Parce que le scénar, quand même, c'est... il y a toute une équipe derrière, on doit rendre des comptes à tout le monde. Et puis, c'est combien ça coûte aussi. À chaque page, c'est est-ce que c'est réalisable, combien ça va coûter. Enfin, c'est un cauchemar quand on écrit. Quand on fait un roman, il y a une espèce, on voit ça après à la fin avec son éditeur, mais sur le moment, il y a une espèce de liberté, il y a un vent de folie. Là, on est à sa table, on écrit, on fait ce qu'on veut. Un scénar, on a des comptes à rendre. Et il y a toute une équipe. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, c'est jouissif aussi de voir que quand on réalise ce qu'on a écrit, puisque c'est mon cas, c'est aussi vraiment jouissif de constater que quelque chose qu'on a pondu comme ça, dans les mêmes conditions que l'écriture d'un bouquin, peut-être de manière moins précise, moins fastidieuse, moins longue, pour les raisons effectivement qu'évoquait Jean-Marc, c'est que un scénario, une fiction, un long métrage français, c'est en moyenne 90 minutes, 100 minutes, donc c'est entre 90 et 100 pages. Dialoguer, selon un calibrage qui nous vient des États-Unis aussi, donc ça peut pas limiter par page, mais je dirais que c'est autre chose. Et c'est curieux, parce que je pensais, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là de scénariste, je pensais que quand on était un bon scénariste, on pouvait être un bon auteur de romans et réciproquement, et en fait non. Et en fait non, curieusement. Alors il y en a qui savent le faire parfaitement, mais la vocation du scénario, c'est de devenir des images, des situations. Encore une fois, le scénario n'est qu'une base de travail, alors que le livre, c'est l'œuvre définitive. Voilà. C'est la principale différence qui existe. Pour moi, il ne tient d'ailleurs que vous avez probablement déjà vu, puisque vous êtes tous maintenant dans la culture, des scénarios notés par des grands réalisateurs, etc. Voilà, ça ne ressemble plus du tout à un scénario, oui, certainement, il y a des trucs de renvoi, de machin, de correction, qui se font pendant le tournage. Parce que même lorsque le scénario définitif a été accepté par les producteurs, les distributeurs, les acteurs, toute la chaîne de réalisation du projet, quand bien même sur le tournage, pendant le tournage, et même après au montage, un film se fait 3 fois. Un film, vous le faites quand vous l'écrivez. Après, vous le refaites quand vous le tournez. Et ensuite, vous le refaites une 3e fois au montage. Oui, c'est alors, si vous avez réussi durant ces 3 phases essentielles à tirer la substantifique, à sublimer entre guillemets la matière initiale, l'histoire, vous avez un film qui est mieux que le scénario. Et puis si entre-temps vous vous êtes un petit peu perdu parce que vous n'avez pas suivi votre route, si vous vous êtes un peu laissé contraindre par production, par des acteurs qui avaient une autre vision que vous pouvez avoir un rendu qui n'ait pas grand-chose à voir avec votre scénario initial et ce que vous imaginez, quoi. Alors que ça, une fois que c'est écrit, personne ne va bien s'en corriger. C'est un gros avantage. Hein. Oui, oui, absolument. Moi, j'aimerais avoir le talent pour faire ça, c'est trop long. Je peux poser une question à Franck. Qu'est-ce qui explique souvent que les gens qui vont lire un bouquin, qui par la suite est adapté au cinéma, vont être déçus dans l'adaptation? Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'à mon sens, on lit un bouquin, on se fait son film. Chaque lecteur, je pense que chaque lecteur aura son film différent, ne serait-ce que dans la façon d'imaginer le héros. À part certaines descriptions qui sont extrêmement précises, comme le fait James Ellroy par exemple, voilà, c'est difficile d'imaginer avec différence de ce qu'il écrit, même dans le comportement, dans les mécanismes.
malgré tout, on a le droit d'imaginer que le mec n'est pas brun, si on préfère le voir un autre, sans lunettes ou avec des lunettes, on se fait soi-même son propre film. Et que inévitablement, on est un peu parfois frustré quand on voit les adaptations, mais les écrivains eux-mêmes, c'est un travail douloureux pour eux de faire ça. Moi j'ai récemment tourné un film pour France 2, là ils sont venus me chercher pour que je mette en scène un scénario écrit par Franz-Olivier Gisbert à l'adaptation d'un bouquin d'une nana qui s'appelle Françoise Guérin, qui est psychologue clinicienne à Lyon. Elle a imaginé une histoire un peu torturée d'un flic qui perd la vue sur une scène de crime et qui a une enquête à mener sur un serial killer et sa propre enquête personnelle aussi. Donc on est encore dans le psycho que dans le Pampan Madame. Et j'ai, encore une fois par nature, puisque moi ma marque de fabrique, entre guillemets, c'est collé à la vraisemblance. Hein. Tant que la vraisemblance ne joue pas au détriment de la fiction, parce que mon but, encore une fois, c'est de faire un truc qui tienne, un film qui se regarde bien. Et j'ai travaillé avec elle, parce que j'ai tenu à l'associer au projet, parce qu'en tant que psychologue, j'avais besoin d'aide pour les répliques de psychologue. Et j'ai vu à quel point, d'ailleurs je l'ai dit tout de suite, que ce serait douloureux pour elle d'avoir écrit ça, puis de voir ce que ça va devenir. Parce que outre l'adaptation de Gisbert, moi je me suis repris le scénario, parce qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas suffisamment pouillés à mon goût, que j'ai un petit peu forcé. Ça a été une douleur pour elle. Elle avait dit, tu m'avais prévenu, donc je sais. Et malgré tout, le fait de l'associer au projet, elle était aussi consultante sur l'écriture du scénario. Elle m'a dit qu'elle était très contente de ce qu'elle avait vu, ravie de l'interprétation de Richard Berry, par exemple, qui est super, etc., dans son prix. Mais elle m'a dit que c'est très, très déstabilisant, quoi, de voir à quel point on est dépossédé de son bébé. Parce que c'est ça. Et tous les écrivains qui voient leur œuvre adaptée à l'écran ont ce sentiment. Tous, sans exception. Aucun n'a toujours applaudi des deux mains en disant putain c'est super, j'aurais pas fait de... Non, il y a toujours une espèce de frustration. Mais oui, mais c'est... Je le dis à personne, il était très content. Mais oui, oui, bien sûr. Mais... Après, c'est ça, c'est déjà des 500 pages en 90. Donc tout ce qu'on a pu mettre, ce que vous disiez justement, dans les personnages, dans les décors, dans tout ça, automatiquement, ça ne peut pas... Voilà, le ressenti que vous avez pu essayer de faire passer sur une scène, sur une situation, etc., automatiquement, ça va être adapté, c'est vraiment l'adaptation. C'est un mot... Ne serait-ce que par le choix des acteurs. Oui. Comment il est pratiquement impossible de trouver l'acteur qui convient pour l'interprétation du personnage décrit. Surtout, a fortiori, s'il est décrit de manière précise. Vous connaissez la difficulté qu'on a aujourd'hui à monter des projets de cinéma. C'est vrai que c'est avant tout combien ça va coûter, qu'est-ce que tu amènes comme acteur. Donc aujourd'hui, un projet cinéma se monte sur effectivement le scénario, le réalisateur et l'acteur. Si on a ce package-là, le film se monte. S'il y a une pièce manquante, je mets même l'acteur en numéro 1. Oui, sur l'acteur, bien sûr, absolument. Donc c'est très compliqué d'avoir un film qui soit l'évocation presque parfaite de l'ambiance, du bouquin. Impossible d'avoir comme personnage principal et comme groupe de protagonistes principaux des comédiens qui vont coller parfaitement à ce qu'avait imaginé l'écrivain. Par nature, c'est pratiquement impossible. Donc déjà là, il suffit que vous ne déniez pas le comédien qui interprète votre personnage principal, parce que déjà... Non, mais c'est ça. J'ai une question à poser par rapport à l'évolution du moulin. Comment est-ce que c'est fait l'évolution des différents moulins? Les moulins, ça durait je ne sais pas combien d'années, mais entre les moulins du début et les moulins de la fin, est-ce que c'est Régnier qui a fait l'évolution ou est-ce que l'évolution a eu une implication, enfin une conséquence sur Régnier? Non, c'est Régnier qui a tenu, qui connaissait les flics, qui connaissait les voyous aussi d'ailleurs, qui tenait à ce que... Et d'ailleurs, ça a été le premier, le Commissaire Moulin était la première série française où effectivement, on a dit, j'avais cru que le mandat de perquisition n'existait pas, on a commencé à parler de procédure. Alors, la petite nuance de vraisemblance, c'est vrai qu'il est commissaire et que tout le monde le sait bien ici, c'est que rares sont les commissaires qui peuvent être autant sur le terrain qu'il l'était lui. On va dire qu'il était plus chef de groupe que commissaire de police, qui est néanmoins
ça faisait partie des séries qui prenaient le moins de distance avec la réalité, ne serait-ce que parce que Régnier, et Julien Segret, parce que c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de scénaristes, il voulait de la vraisemblance de situation, de comportement, et il préférait raconter des histoires fictionnées à partir d'histoires vraies qu'inventer des trucs. Voilà. Donc il allait chercher du poulet, il allait chercher aussi... Et nous pourrissez la vie toutes les semaines parce que vous me disiez le transition des enfers pour la filmer. Exactement. Donc il a fait partie de ces gens, qui étaient à la fois acteurs, qui participaient au scénario, qui allaient chercher la vraisemblance. C'est lui qui a fait évoluer la série. Ouais, son modèle c'était les anglo-saxons, hein, c'était les séries américaines, parce qu'il vivait à l'époque avec... et il a vécu longtemps à Los Angeles, et quand il est revenu en France, il était étonné aussi de voir à quel point on était en retard par rapport à ce qui se faisait là-bas. Donc il a fait vraiment partie de ces gens, de ces acteurs, qui ont poussé vers la vraisemblance sa série. Et d'autres ont suivi. Alors c'est vrai qu'après le cuir, la moto, lui étant motard, moi j'étais motard à l'époque, c'est devenu presque un gimmick. Et ouais, moi j'ai connu ça, de toute façon des commissaires de police aussi qui étaient en moto, qui portaient le boots, le cuir, qui arrivaient en 600 Porsche. Moi j'ai pas fait la moto. Je sais. Non, mais ça arrive encore. Non mais on a eu dans la police des personnalités détonnantes, hein, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, qui étaient des très bons volets, parce que la télé c'est ça aussi. La télé c'est ça aussi, c'est un personnage qui est attachant. Et comment rendre attachant quelqu'un qui est un bon flic, un bon père de famille, un bon époux, qui va chercher les croissants de la certain. Chiant. Il faut lui trouver, des petits trucs qui sortent de l'ordinaire. Mais un peu aussi que le côté flic qui est toujours bourré, qui est mal dans sa qui a fait les choses. Ouais, mais à un moment donné, pendant 10 ans, j'en avais marre. Je trouvais que je disais, mais c'est pas vrai, c'est dans tout, dans les films, dans les romans, ce côté-là, c'était un peu aussi. C'est ce qu'on disait hier, la différence entre le cinéma de Marshall et de Franck, qui ont été collègues, et qui est totalement différent, parce que Marshall donne aujourd'hui une idée de la police, où il n'y a que des mecs qui sont tendus, qui trafiquent avec des truands et qui sont bourrés et qui se font des rails le matin avant de commencer leur boulot. Donc ça, c'est une image qui commence à fortement déplaire. Moi, je voudrais revenir sur la formation, parce que tout à l'heure, on parlait de la formation. C'est comme la police scientifique. Aujourd'hui, les Français, on a le seul qui écrit des livres sur la psychologie en intervention policière ou en enquête policière, c'est Michel Saint-Yves, qui est un Canadien. Le psychologue qu'il a pris pour faire ses bouquins, c'est un Français, c'est Christophe Baroche, qui est au RAID. Et le RAID, par exemple, qui est une image en matière de négociation, c'est de là que sont partis d'ailleurs la gestion des émotions, l'empathie, etc. Je pense qu'on devrait donner des moyens beaucoup plus importants, parce que le RAID, bien sûr, intervient dans des situations dangereuses, mais le gardien de la paix aussi. Donc former les gardiens de la paix à la gestion des émotions, au comportement face à des situations qui sont dangereuses, je pense qu'on devrait donner des moyens à la formation, beaucoup plus de moyens. C'est bien qu'on ait la formation continue maintenant, mais il devrait y avoir des formations beaucoup plus longues de connaissance des opérations avant que le gardien de la paix prenne son poste, parce qu'on a aujourd'hui, en France, on a de leçons à recevoir en personne, ni pour la police technique et scientifique, qui est bien classé Charlie, et puis de l'autre côté pour la gestion de tout ce qui est psychologie, l'intervention dans les événements violents ou même dans les enquêtes policières, parce que les deux gros tomes qui sont sortis à la librairie du Québec sont écrits par un Canadien et un Français. Donc ça, je crois qu'il faut quand même qu'on prenne conscience aujourd'hui que la psychologie a toujours existé. Je crois que Claude, dans un de ses livres, parlait d'une réflexion du commissaire Massu, je crois, qui disait, si tu la connais mieux que moi, cette réflexion, il dit qu'il n'a jamais vu passer autant de gens c'était des pauvres bourgs qui passaient dans son bureau et qui découvraient la réalité de la société à travers ses enquêtes. Et Claude avait noté cette formule d'ailleurs. C'est vrai, ça a évolué aujourd'hui parce qu'on parle de plus en plus de psy, mais la société violente dans laquelle nous vivons nécessite que nos gardiens de la paix soient formés dans leur intérêt. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a un taux de suicide important, c'est pas hasard. Les gens détruisent leur famille, se dévouent à leur métier, et puis derrière, n'hésitent pas, quand ils sentent qu'on est dans la spirale de l'échec, à se supprimer. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait, qu'on a bien progressé ces dernières années là-dessus.
On a notamment beaucoup travaillé avec Christophe Coppen. Christophe Coppen, c'est le collègue au commandant, ou l'ex-collègue au commandant, C'est le négociateur. Voilà, il était chef de la cellule de négociation culturelle. Il a d'ailleurs écrit un bouquin dessus. Il a créé avec la Commission nationale de certification professionnelle un titre par la voie d'accès qui est l'équivalent d'un Master 2 sur la négociation, en particulier la négociation de crise. Et on a beaucoup travaillé avec lui, notamment sur la formation des gardiens de la paix lorsqu'ils sont face à des forcenés. Forcenés reclus ou forcenés combattants, type tueur en chaîne, comme on en voit aujourd'hui, malheureusement trop souvent, aux États-Unis. Voilà, donc c'est vrai qu'on travaille là-dessus. Christophe Coppen, qui depuis a quitté le REM et qui aujourd'hui est consultant sur Canal+. Mais il travaille avec nous. On a vu beaucoup à l'époque de l'affaire de Mohamed Merah. La télé, à la télévision. Oui, mais bon, c'est vrai que conscient de ces choses-là, c'est véritablement une orientation que l'on a prise depuis les années 2006-2007 sur la formation initiale des policiers. Officiers, gardiens de la paix et même dans la formation continue, puisque sur la formation continue, on développe des stages aujourd'hui de primo-intervenants sur des situations très complexes au niveau psychologique. Au niveau de tout ce qui meurt, tout ce qui est banlieue difficile. Voilà, tout à fait. Oui. Moi j'aurais une question, mais je voudrais inverser un peu le débat et demander, tout à l'heure on parlait de l'image et on parlait de l'écriture, et je me pose la question, moi si très honnêtement vous pourriez me répondre, est-ce qu'un écrivain, quand il écrit, ne pense pas obligatoirement à l'image lorsque vous faites votre fiction? Ça dépend. On a tous des égaux, plus ou moins dimensionnés. L'image par rapport à ça ne peut pas y échapper. Là, tu as représentation. Non, mais il y a des écritures imagées aussi. C'est-à-dire, est-ce que quand vous concevez c'est une fiction, mais est-ce que dans la tête, vous dites peut-être qu'un jour, ça sera un film? Donc il y a des influences, cette arrière-pensée, en disant, bah, j'écris, mais tiens, là, si jamais je dois le faire tourner... Non, personnellement, non. Non, personnellement, non. Enfin, si, c'est un fantasme. On ne peut pas se voiler la face. Voilà, on aimerait bien qu'un jour, on nous dise, en fait, il y a tel producteur qui est intéressé par ton bouquin, etc. Ça pourrait être une reconnaissance seulement en tant qu'écriture. Non, là, c'est plus sur... Je visualise ce que j'écris, mais je ne le construis pas comme un scénario. Pas comme un scénario... non, par contre, tu fais ton film. Exactement, mais je prends du plaisir à le faire, heureusement. C'est ça qui est, voilà, c'est dans l'écriture, c'est ça, c'est de prendre du plaisir. Et je me dis, si je prends du plaisir dans ce que j'écris et dans ce que je visualise, j'espère que le lecteur le prendra aussi. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, ça fait partie des choses qui font qu'on porte envie pour lui. Ça, c'est le roman Le Flic, avant d'écrire un bouquin. Alors moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas écrivain, j'ai eu plein de rêves. Celui-là, j'ai rien fait, Charlie l'a écrit tout seul. Non, je veux dire que quand vous êtes sur le terrain, face à une situation donnée, c'est le seul moment de votre vie quand vous êtes devant un cadavre, quand vous êtes sur un lieu d'attentat où il y a des morts, vous ne trichez plus, il n'y a plus d'ego, vous êtes face à votre boulot, et votre boulot commence par les constatations, voilà, le cannibale japonais, réalité fiction. Je n'ai pas travaillé sur l'affaire du cannibale japonais, mais vous imaginez les collègues qui ont travaillé sur cette affaire, et très rapidement, non seulement ce type-là avait programmé l'assassinat de cette jeune Hollandaise, qui était une beauté, lui ce petit japonais qui était un petit minable, moche comme un pou, qui a avoué aux enquêteurs d'accueil. Japonais, quoi. Japonais. Qui n'avait des relations sexuelles qu'avec les tués. Il a programmé son affaire, et depuis l'âge de 7 ans, il avait envisagé de manger une jeune blanche. Ce qu'il a fait par la suite, non seulement il a réalisé son acte, cette gamine qui était, comment dirais-je, fascinée par l'intelligence, le QI de ce type-là, allait chez lui, mais à aucun moment elle pensait qu'il allait un jour lui proposer de faire l'amour. Non seulement il la tue, il enregistre le meurtre, il met dans le frigo, il découpe pendant toute la nuit le corps, et il étiquette toutes les parties du corps du singe. Et le lendemain, premier repas avec le petit pois,
et il mange un bout de sein. Alors, attendez, ça, c'est... Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'étais avant-hier dans un lycée de Dole, et faire une conférence aux jeunes de seconde, et j'ai été surpris que les professeurs avaient programmé, pendant l'interruption de la conférence, un petit film que j'avais jamais vu, que j'ai découvert sur Planète, sur cette affaire du cannibale japonais. Et on voit ce cannibale japonais entendu au Japon, parce qu'il est maintenant au Japon. Il est devenu une vedette, il a fait des films, il a écrit des bouquins, et dire que ses pulsions, il les a encore là. Alors, je reviens au point de départ. Le seul moment où, et je pense que mes collègues ne me démentiront pas, où le flic, là, on ne se fait pas de cinéma et on est devant une affaire pareille, et on se pose la question comment. Et pourquoi il est au Japon? Parce qu'il a été reconnu fou. Oui. J'ai mangé personne. Pour l'instant, le temps passe très vite et vraiment merci pour ce débat, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou pas? Oui. Un crime parfait, ça existe ou pas? Oui, répond. Qui a tué on va vous surveiller. Par contre, il y a un phénomène quand même, on pourrait passer la parole à Charlie qui est notre historien et un peu notre projecteur d'avenir. On revient un peu aux séries télévisées. Aujourd'hui, vous avez vu apparaître, après Une femme d'honneur, avec Corinne Touzé, on voit apparaître maintenant les nouveaux super gendarmes qui portent plus beaucoup de képi, mais qui font des enquêtes à travers les nouvelles séries télévisées. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dû à ce questionnement qu'ont les gendarmes sur leur devenir, pour qui aujourd'hui ils épousent un peu le même profil que les enquêteurs de la crime? Non, d'abord c'est parce que c'est vrai, hein. Ils opèrent de plus en plus souvent les sections de recherche de la gendarmerie, de plus en plus souvent en civil, en utilisant exactement les mêmes méthodes que les services de PJ policiers, donc filature, surveillance, écoute, donc voilà. Alors maintenant, après que trouver une histoire qui mette ça en valeur et qui les place dans des secteurs où la police, c'est vrai qu'ils travaillent plutôt en zone rurale ou périurbaine. Donc, bon voilà, c'est de trouver la bonne idée pour créer. Mais ce que l'on voit, c'est vrai, quoi. Je veux dire, ça fait des années déjà que la gendarmerie procède de la même façon que les services spécialisés de PJ. Ils ont un laboratoire extraordinaire, avec des côtés scientifiques, pendant un temps supérieur au c'est-à-dire qu'ils en ont qu'un, nous on en a 5. C'est différent. Et c'est vrai que leur implantation est rurale, donc par définition, quand il y a des affaires importantes, c'est plutôt la police que la gendarmerie. Hein. Alors, est-ce que ces séries, justement, c'est pas par rapport à ce que dit Franck, est-ce que ces séries, c'est pas dû peut-être à un ressenti des réalisateurs que la gendarmerie a besoin d'exister? Est-ce qu'elle ne cherche pas sa place aujourd'hui? Non, moi je crois que ça fait partie, encore une fois, c'est deux choses qui sont... D'abord, c'est nouveau, enfin je veux dire nouveau en termes d'utilisation pour la télé, au cinéma. Et puis deuxième, c'est vrai que les gendarmes ont toujours fait un travail de lobbying, de représentation, de démarche auprès de communication. Si ça peut aider à la communication de la gendarmerie par rapport à sa modernité, etc., pourquoi pas? Enfin, je veux dire, bon, je ne sais pas si ça fait partie de ce genre de politique, mais ça pourrait l'être. Parce que où elle en est aujourd'hui? La réforme de la gendarmerie, elle en est où? Parce qu'on en a longtemps parlé. Écoute, t'invites un gendarme et tu lui poses Moi, en tant que journaliste d'investigation, donc je suis témoin du travail de tous les enquêteurs officiels depuis 30 ans. Je peux vous dire que, et moi je suis spécialiste des méthodes d'investigation scientifique, il y a souvent plus, je retrouve plus le profil du Sherlock Holmes scientifique chez les gendarmes des brigades de recherche que des fois dans les services de vos collègues. Et sur 30 ans, j'ai été plus impressionné par des fois le travail de certains gendarmes qui travaillaient souvent en dehors de leur hiérarchie. C'était plus compliqué pour eux d'arriver à leur fin, mais ils avaient une passion, ils étaient plus des Sherlock Holmes que j'en ai rencontré aussi chez les policiers. Mais là, il y avait... Est-ce que vous avez partagé votre temps pour quelle partie c'est la gendarmerie ou vous avez passé plus de temps chez les gendarmes? C'était en retard. C'est qui marche, parce que le journaliste, il intervient. Moi, mes enquêtes étaient
régional ou national, et donc j'avais affaire à tous les intervenants. Et sur 30 ans, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où, quand on est sur une zone où il n'y a que des policiers, on va tomber sur des gens qui ont remettré la casquette de Sherlock Holmes et un diplôme. Mais sur 30 ans, moi, j'ai le souvenir, c'est dans certaines brigades de recherche, j'avais des Sherlock Holmes amateurs et qui ne pouvaient pas toujours faire ce qu'ils voulaient, mais ils avaient les capacités de le faire et l'envie de le faire. Une des explications, c'est quand même que presque tous les services de police, presque tous, ont le nez dans le guidon permanent. Le volume d'affaires judiciaires que nous traitons est sans commune mesure avec celui Et là, vous venez de me donner la réponse à la question de monsieur, c'est y a-t-il des crimes parfaits? Oui, parce que les policiers, enfin les enquêteurs en général en France, n'ont pas le temps de les trouver. Ce sont seulement pas des Non, il y a un peu d'élucidation énorme. Ça, c'est ce que tous les savants, les policiers et les gendarmes me disent, c'est que on ne pourra pas arrêter tous les criminels. Là, c'est faux. C'est faux. C'est justement le problème, c'est qu'en France, comme dans presque tous les pays du monde, c'est quand même dans le domaine de l'homicide que nous mettons le plus de moyens, tous. Et c'est plutôt dans le domaine de la délinquance, petite et moyenne délinquance, que nous ne sommes pas bons. C'est-à-dire le taux d'élucidation d'un crime, des crimes en France et des homicides en France est de l'ordre de 80 et quelques %. Cambriolage, on est autour de 11,5, quoi. Vous voyez, donc c'est plutôt là le problème, c'est plutôt là. Maintenant, a-t-on les moyens? D'un côté, on a 400 000 faits par an, de l'autre côté, on a moins de 1000 faits par an. Donc, c'est pas non plus le même volume d'affaires. Pour venir aux gendarmes, aller dans les brigades de recherche, moi je suis toujours impressionné de voir quand ils nous ouvrent les tiroirs des archives, Mais ça, c'est l'histoire de la cadavres de gendarmerie. 30 ans, 20 ans, sur lesquels ils continuent encore à chercher. Et ça, là, on a des crimes parfaits, parce qu'on n'a pas encore retrouvé le criminel. Ça, non, leur système, l'histoire de la gendarmerie, on se souvient dans les campagnes, quand ils allaient vers les paysans, ils notaient tout. Hein. Ils notent même quand ils changeaient de tracteur. Bon, la police n'a pas le temps de faire ça. Et c'est vrai qu'on a eu de l'armée, ils dépendent de l'armée. Enfin, maintenant, ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur, et c'est avant tout des militaires. Donc il y avait sur le côté, on tient le papier, on le numérote, etc. La police a d'autres moyens d'investigation. Donc ça, c'est l'historique de la gendarmerie. Donc aujourd'hui, c'est 80% des affaires qui incombent à la police nationale et non pas à la gendarmerie. Donc ça aussi, je pense qu'il faut en tenir compte. Puis une dernière chose, c'est que c'est le domaine de la police technique et scientifique où on travaille le plus ensemble, oui, le mieux. tout à fait. On est vraiment main dans la main pendant plusieurs années et on fait vraiment beaucoup de choses ensemble. On invente des protocoles ensemble, on invente des produits ensemble. Je vous le dis, on a inventé ensemble des choses qui, on a eu du mal d'ailleurs ensuite à faire fabriquer. Parce que les petites et moyennes entreprises ne sont pas toujours capables de répondre aux besoins par rapport au prix aussi qu'on est en mesure de payer. Mais on a inventé des choses et on est les seuls au monde à avoir ce type de produit. Et ça, c'est vraiment l'histoire d'une coopération. Mais même en termes informatique, le rapprochement police-gendarmerie au sein du même ministère fait qu'actuellement on travaille sur des protocoles de recherche automatisés, etc., qui font que l'expérience de la gendarmerie dont vous parlez et celle de la police judiciaire et de la police française ont été complètement mises en symbiose et on arrive à tirer des produits très 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 intéressants. Mais il y a cette différence, elle va s'atténuer dans le temps. Elle va, tout doucement, ça va partir, ça va faire. Et c'est vrai qu'aux méthodes d'investigation, quand vous regardez les documentaires et dans la plus du film, comme dans Direct 8, au cœur de l'enquête, etc., vous voyez que la trame et la manière de faire, elle est toujours à peu près la même, tout en sachant qu'on a deux grandes lignes dans la police, c'est le code pénal et le code de procédure pénale. Et personne ne sort de ça, vous voulez ou non. On rajoute le code de déontologie, on a une trilogie parfaite. Sur les 30 le crime parfait, il existe quand on met des enquêtes en parallèle de vos services à vous. C'est le sentiment qu'on a, on se rend compte aujourd'hui que là, ça s'améliore effectivement, mais il y a 30 ans, c'était catastrophe. Et ça a mis 30 ans quand même, et c'est pas encore, on n'est pas arrivé au bout. C'est un problème de moyens, ça. Ah oui, non mais ça... C'est vrai que les politiques considèrent quand même, on ne peut pas demander des chiffres à des gens, on ne peut pas demander des chiffres à des gens si on ne leur donne pas les moyens. Si vous avez dans une banque, on vous demande d'atteindre un objectif en épargne ou en prêt, ils vous donnent les moyens de le faire. Ils font de la communication, ils forment les gens, ils font tout un tas de batailles dans les journaux. C'est pas le cas de la police nationale, elle manque énormément de moyens.
Et on demande de plus en plus de chiffres. Vous avez encore vu hier qu'il y a une affaire qui a été résolue. Celle de Péronne a été résolue 11 ans après grâce justement à la police technique et civile. Et hier, on a encore arrêté un type qui avait tué un jeune de 11 ans. Donc ces affaires sont résolues. Il y a un taux d'élucidation dans la police française qui est énorme. Effectivement, il dépasse les 80%. Alors, pour en revenir à la question qui a été posée sur le crime parfait, existe-t-il? Oui, il existe, mais on ne sait jamais à l'avance s'il va être. Non, je ne plaisante pas. Ça veut dire que vous pouvez avoir le type le plus extraordinaire, le concepteur de crime le plus fabuleux. Il ne peut pas savoir si tout se passera comme il l'a prévu, parce que, et c'est ce que nous montre quand on fait nos enquêtes, il y a un faisceau de possibilités, de choses qui peuvent arriver qui est extraordinaire. Le type, il peut tout concevoir, mais il ne s'attendra pas à ce que le voisin, ce jour-là, qui sort jamais le chien avant telle heure, ce jour-là, il est là, il est dans la rue, et puis il le regarde, je ne sais pas pourquoi, il peut se tourner. Enfin, je veux dire, il est absolument impossible de savoir à l'avance comment les choses vont se passer, comment vont se comporter les policiers, et comment vont se dérouler les événements. Il y a des tas de choses. Donc, oui, le crime parfait, on ne peut pas le savoir. C'est la réponse la plus banale que je puisse vous dire. C'est une réponse aussi à ce qu'on appelle aussi des fois la théorie du complot. Vous savez, les fameuses théories du complot, où on se met tous ensemble pour étouffer des affaires. On sait ce que ça impliquerait pour que ne serait-ce que 2 personnes perdent leur gueule sur un sujet. Alors, toute une administration. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Michel, en termes de l'auteur du crime parfait, du crime qui pourrait être parfait. Il y a quelque chose de toute façon qu'il ignore, c'est quels seront les hommes et les femmes policiers qui vont travailler sur son crime peut-être parfait. C'est qu'il faut savoir. Ce qui va décider que le crime sera parfait, ce n'est pas le criminel, c'est les enquêteurs qui ne vont pas le trouver. C'est ça, c'est incompétence. Parce que lui, le criminel ne sait pas si les enquêteurs seront à quelle date. C'est un ensemble. À quelle date. Voilà, mais un crime est parfait jusqu'au jour où il a été à quelle date résolu dans un siècle ou dans 2 siècles. Armstrong était le plus grand cycliste de tous les temps. Donc c'est l'enquêteur qui va mettre un terme à la perfection de la Armstrong était le plus grand cycliste. Jean-Hugues Gomez qui veut prendre la parole. Question de philosophie, le crime parfait, c'est pas le crime, on ne le trouve pas. Le crime parfait, c'est l'étrangleur de Rillington Place qui assassine la femme du dessous et qui fait condamner le mari à sa place. Mais on pourrait faire évoluer considérablement le crime parfait si, aujourd'hui, par exemple, on va considérer dans la notion des fautes le crime et le délit. Si aujourd'hui on qualifiait les affaires financières de délit en crime, on aurait pas mal de crimes parfaits. Peut-être juste pour terminer avec une conclusion un peu plus légère, quel regard portez-vous sur les romans et les films des années 50-60 qui sont, on parlait de Police tout à l'heure, qui est un film qui traite vraiment d'une réalité quotidienne que vous vivez tous. Quand on regarde les vieux films avec Gabin, avec Belmondo, etc., ça prête à sourire aujourd'hui. Quel regard avez-vous? Quand je regarde le film de Clouseau de 47, qui est des affaires, je revis la vie que nous avons connue au 36. Les locaux, la manière d'interroger, je vais interroger les suspects dans un bureau que je connais bien puisque je l'ai occupé, qui a été reconstitué, où ils ont tourné, je ne sais pas la vérité, Charlie, sur place, et avec les journalistes qui sont derrière le couloir, qui attendent la sortie de On a connu l'époque où on avait des journalistes à demeure au 36, qui avaient leur bureau à l'étage, au deuxième étage. Et ce film, vraiment, alors, rien n'a changé. Si, il y a l'apport de la police technique et scientifique, mais la manière de travailler, c'est pas Maigret, c'est Clouseau, hein, mais c'est du Maigret, hein, le film de Clouseau, pour moi, c'est le film. Mais les films des années 50, 60 ou même 70, les Gabin, Belmondo, avaient un souffle peut-être, je ne sais pas, peut-être prendre des tomates, etc. Mais avaient un souffle parce qu'il y avait des acteurs qui avaient de la caisse. Vous prenez le film Garde à vue avec Serrault, Ventura, Romy Schneider, Guy Marchand, extraordinaire second rôle. On veut faire Garde à vue aujourd'hui.
Mettez-moi 4 acteurs comme ça, de ce niveau-là. Vous prenez un film extraordinaire dans la poésie, dans le langage, etc., qui est Un singe en hiver. Vous avez une scène qui est absolument géniale, vous voyez, quand Gabin et Belmondo repartent sur une biture phénoménale, donc ils vont dans le bordel. Et ça monte. Donc il commence à filmer, et puis le réalisateur dit stop, on va la refaire, Jean, parce que t'es monté un peu comme ça, on va la refaire. Donc ils refont la scène, et bon, plus Gabin, ça le gonfle un peu de marcher, puis surtout quand ça monte. Et ils terminent la scène, etc. Gabin, il fait venir son argent, il fait je ne signerai plus jamais dans un film où ça monte. Mais vous avez des types absolument extraordinaires. Et quand on a au cinéma, moi je me rappelle Mom, moi je voyais Lino Ventura, prenez le second souffle, avec des actrices de second parole, mais des deuxième rôle, enfin, c'était Christine Fabriga par exemple. Oui. Vous avez Maurice Biraud, vous aviez des acteurs qui portaient un cinéma qui est absolument extraordinaire. Et un jour, moi je suis interviewé sur une chaîne sur Mafia et cinéma. Ils me disent, la mafia, le cinéma, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je dis, il y a eu un avant et un après, et l'avant, enfin le déclic dans le mafia et le cinéma, qui a tout changé chez les bandits, ça a été Le Parrain, la trilogie Le Parrain. C'est ce film qui a appris aux bandits à s'habiller. C'est-à-dire qu'avant, on avait des types qui étaient un peu bruts de décoffrage, et quand ils ont vu Le Parrain, ils sont allés acheter des costumes. On a le paga. Et le mot Le Parrain n'existait pas. Il était inventé par le réalisateur, parce qu'avant, c'était le capot di tutti, le chef de l'échelle. Le Parrain, c'est devenu comme ça. Le coup de J'embrasse la bague, ça n'existait pas non plus. Et il y a eu toute une série de codes qui ont été faits cinématographiques qui ont influencé les bandits, les vrais mafieux. Et la première phrase que dit Marlon Brando dans le film, Le Parrain 1, c'est I believe in America. Je crois à l'Amérique. C'est extraordinaire. Et donc l'influence du cinéma sur les bandits, sur etc., c'est absolument gigantesque. Et maintenant, on en parlait hier avec Charlie, le langage des policiers et le langage des voyous a complètement changé. Dans les années 50, 60, 70, il y avait un langage commun, police, bandit, où le public était un peu exclu, mais il se parlait de la même façon. Tandis que maintenant, on a un autre type de bandit, un autre type de langage, et on n'a pas forcément un langage qui est le langage des policiers, celui des bandits qui se rejoint, parce qu'on a une autre société. On a un changement d'époque, de personnes, de criminalité, etc. En revanche, notre langage est maintenant utilisé par les journalistes tous les jours, dans tous les sujets, des mots comme SDF. C'était dans les années 70, nous on l'écrivait, c'est-à-dire on utilisait SDF pour sans domicile. Et quand, si on avait dit cela, quand je suis rentré dans la police dans les années 70, j'avais dit à quelqu'un, bah tiens, j'ai eu affaire à un SDF, il n'aurait pas compris. Aujourd'hui, c'est ça, un mot inventé par les policiers. Et là, ce matin, j'entendais encore, tiens, il a été déféré. Ils disaient pas ça dans le temps. Maintenant, de plus en plus, notre langage est celui qui est communément utilisé par les journalistes. Il s'est popularisé, on va dire. Et de plus en plus. Alors, on a vraiment l'impression d'entendre notre... Et vous allez encore sur notre jargon là, tous les deux là, parce que j'ai l'impression qu'on ne va plus sauter un mec, on ne va plus un perquise, on ne va plus le taper au fax. Non, oui, toujours. Ah. Il faut faire par les autres maintenant. Oui, en plus, on ne fout plus des débat, ça c'est fini. Les baffes, les botins, c'est fini. Non, c'est fini. L'écoute de vitesse. L'écoute portable. Messieurs, merci vraiment. J'avais une dernière question. On a parlé à plusieurs reprises de la presse et je voulais savoir quelle était la relation entre la police et la presse sur une affaire criminelle. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois de manipuler les journalistes et est-ce que vous avez eu le sentiment parfois d'être un peu malmené par la presse? Pas dans le sens sur une affaire, hein,
pas dans le sens critiqué, mais dans le sens où ils allaient trop vite. Vous faites fort quand même. Hein. C'est la dernière question. C'est le sujet d'un débat, on pourrait rester 2 heures. Ouais, ça fait une demi-heure que je fais. Alors moi je vais vous résumer en 2 mots en ce qui concerne mon expérience. Ça se passe beaucoup mieux qu'on ne le croit. Oui. C'est-à-dire que la plupart des journalistes à qui on a affaire sont de vrais professionnels, qui font attention à ce qu'ils écrivent, qui savent quand on parle off, quand on leur donne quelque chose, qui savent très bien l'utiliser et qui jouent le jeu de façon c'était ma question. Habituelle. Après, vous avez les cons. Vous en avez quelques-uns chez nous et chez eux. Chez nous, c'est-à-dire qu'ils bavassent et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de menacer tout, à commencer par l'enquête. Et chez eux, des types qui n'ont pas compris qu'on est en off et puis qui vont vous balancer un truc pour pouvoir se faire mousser devant leur rédac chef. Et voilà. Donc voilà. Mais sinon, en règle générale, ça se passe très bien. Vous parliez de manipulation, ça m'est arrivé. Par exemple, pour sauver un indigne dans une affaire de STUV, de faire sortir une fausse dépêche. Une dépêche dans laquelle il y avait une information qui était fausse. Mais avec l'accord du journaliste, et bon. Et cette manipulation-là, elle est connue du journaliste. Maintenant, de la manipulation des journalistes, il ne faut quand même pas les prendre pour des cons. Parce que je peux vous assurer qu'avec tous les flics qui me connaissent, c'est très difficile de raconter des conneries à des journalistes. Jackie, tu confirmes au niveau de la c'est un niveau différent, c'est alors, en qualité de chef d'état-major, je suis chargé de com aussi, donc on a tous les jours les journalistes dans notre bureau, donc sous le pendant de la montagne, on a France Bleu, on a tout ça, France 3. Et c'est vrai que les relations, elles sont au départ toujours un petit peu tendues, parce qu'on ne sait pas avec qui on a affaire. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une histoire d'homme, et le journalisme, c'est aussi une profession d'homme, qui fait que très vite on en arrive à avoir des liens et qui font que la confiance s'installe. Alors, comme vous le disiez, je suis d'accord, il y a des professionnels, il y a même des gens de presse qui ont un peu de déontologie. Et puis après, il y a des sacrés coups, voilà. Il y a ceux, et oui, c'est vrai, mais il y en a partout. Hein. Vous n'êtes pas parfait, nous non plus, mais nous on le reconnaît. Non, mais c'est vrai que par contre, la différence que l'on a dans une DDSP comme la mienne, quand on a une direction départementale, on a souvent affaire aux mêmes gens, et s'il y a des dérapages, d'abord on s'en explique très vite. Ensuite, dès qu'il y a des choses qui débordent, forcément, il peut y avoir des mesures de rétorsion entre guillemets, c'est-à-dire que la confiance étant entachée, il s'avère que la discussion n'est plus la même. Et que les choses en off se passent tout à fait différemment. Après, je pense que l'expérience maintenant des journalistes et leur formation fait qu'ils ont conscience de ce qu'est une enquête, de la difficulté, de la longueur, et que de temps en temps, il n'est pas bon de sortir des éléments d'enquête dont ils ont la connaissance, parce qu'effectivement, là, ça tourne tout. Et il y a aussi un autre aspect qui est le nôtre, c'est que la communication chez nous, si elle est de plus en plus ouverte au sein de la police nationale, et ce sont des directives que nous avons et des volontés de nos directeurs centraux, pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres échelons au niveau de la police nationale, qui est d'abord l'échelon préfectoral et qui est l'échelon judiciaire. Et là, on a le procureur de la République qui, sur les grandes affaires, prend la main, et il serait très mauvais ton d'aller à l'encontre ou de le faire. Donc il y a une communication commune, et c'est pour ça que normalement tout se passe bien, et elle est tripartite, elle est police, justice et journaliste. Et dans la profession de journaliste, il y a deux grosses catégories. Il y a celui qui va être témoin de votre activité, qui va reporter ce que vous lui avez dit, et celui qui va enquêter en parallèle. Et ça, ce sont deux professions différentes. Ça, c'est une autre presse qu'on voit peu. Voilà. Et celui qui enquête, normalement, comme il est en contact, il est obligé d'être en contact avec vous. Là, il y a un travail. Moi, ça fait 30 ans, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec tous les enquêteurs. Et jamais, quand vous m'avez demandé, moi, de ne pas publier quelque chose, ou de même parfois de préparer, de vous aider par le journaliste d'investigation, le fait toujours parce que son but, il est le même que le vôtre, c'est que le coupable soit arrêté. Pas d'accord. Ouais, alors ça, je suis pas d'accord du tout, non, pas d'accord. Vous ne connaissez pas les mêmes. Ce qu'il y a de pervers dans le métier de journaliste, pardon, d'être franc, c'est que nous, on n'a aucun intérêt, par exemple, à ce qu'un PV sorte lors d'une instruction pour jeter l'opprobre sur un mec qui est encore. Alors que le journaliste, je ne vais pas vous citer des affaires où les journalistes se procurent des PV qu'on leur a donnés, parce qu'ils n'ont pas cambriolé les bureaux. Mais là, ce ne sont pas forcément des journalistes d'investigation.
parle de la différence entre flics et journalistes. Ça, ce sont les journalistes qui font le compte rendu de faits dans un journal, et plus ils en ont, mieux ils se portent. Mais voilà, ça c'est pas bien. Ah, ça peut aller. Faire le procès de quelqu'un avant même qu'il soit condamné pour après zéro Tous les journalistes Ah ben sont pas non, parfaits. excusez-vous, le mec qui s'est juste flingué, ah ouais, on a peut-être eu tort de publier ça, etc. Donc là, vous voyez, ça, c'est le côté proportionnel qui, moi, de toute façon, et nous, qui est insupportable. Vous avez soulevé le débat. Et bon, comme nous, journalistes d'investigation, on tombe parfois sur des policiers ou des gendarmes qui sont insupportables et on se demande quel est leur but au bout de ça. Eux, ils font leur métier. Les policiers, Vous savez très bien que Votre métier, c'est pas de résoudre des même enquêtes. chez les policiers, on ne pas bien leur métier. On les voit aussi. Votre métier, ça n'est pas de résoudre une enquête, c'est d'informer. Alors que l'intérêt du journaliste, c'est surtout sortir du cadre légal parce qu'il a le sens. Je parle pas, je fais pas de généralité. Hein. Mais c'est un très On l'a demandé à où le juge Gilberti avait demandé aux journalistes de l'appeler, et il y a une radio qui a annoncé qu'il allait être recherché. Heureusement qu'il n'a pas entendu la radio. C'est fini. Coupé. Alors, je le connais, l'oiseau. Alors, bon, on a quand même eu la grande chance, on a une sacrée brochette, c'est des super sites tous, et